C'est bon? C'est parti. Bien, on va commencer. Donc, alors aujourd'hui, nous faisons toujours dans le livre 11 de Jacques Lacan, nous faisons le chapitre 12 aujourd'hui, de la page 167 à 180. Ceux qui ont le bouquin, 167 à 180. Et c'est un chapitre qui s'appelle La sexualité dans les défilés du signifiant. Bon, alors, à chaque fois, on dit que c'est pas un chapitre facile, c'est vrai, bah, celui-là non plus, comme les autres, il n'est pas facile. Surtout qu'il est très, très référencé, celui-là. Il est extrêmement dense, ça part dans tous les sens. C'est un feu d'artifice. C'est même un peu désordonné, je trouve. Enfin bon, ça n'a pas d'importance, hein. Il faut dire que Lacan, il parlait, hein. C'est pas écrit, donc on peut pas lui en vouloir de partir un peu dans tous les sens, parfois, dans toutes les directions. Mais il y a quand même un fil rouge dans ce chapitre-là, très net, c'est l'inconscient. Voilà, tout simplement, hein. Ça, le titre de chapitre a beau être la sexualité dans le défilé du signifiant, le fil rouge, le cœur, le centre de ce chapitre, le nerf de ce chapitre, c'est le concept d'inconscient. Chez Freud et chez Lacan, et puis aussi chez Jung, parce qu'il parle de Jung aussi là-dedans, dans ce chapitre. Et il parle d'autres personnes également. Il parle aussi, entrez. Il parle aussi de Paul Ricoeur, qui est un philosophe contemporain, qui est mort dans les années 60. Voilà, il y a plein de personnages comme ça dans ce chapitre. Il y a aussi un monsieur qui s'appelle Léopold de Saussure, qui était le frère de Ferdinand de Saussure, le linguiste. Donc c'est très fleuri comme chapitre, quoi, hein. Il y a beaucoup de personnes. C'est comme au théâtre, quoi. Il y a plein de rôles. Donc il commence par parler donc du signifiant, en disant le transfert est la mise en acte de la réalité de l'inconscient. Alors, il dit ça, hein, c'est dans le texte, ça, hein, textuellement, hein. Là, c'est la première page, quasiment, ça, je crois. Le transfert est la mise en acte de la réalité de l'inconscient. Ce qui veut dire que les gens qui sont en thérapie psychanalytique, eh bien, c'est leur inconscient qui viennent, qu'ils essayent de livrer. C'est pas leur quotidien, ça n'empêche qu'ils peuvent parler de leur quotidien, c'est pas la question. Mais c'est plutôt leur inconscient, les rêves, les lapsus, les actes manqués, tout ça, l'onirisme en général. Eh bien, c'est ça qu'ils viennent énoncer sur le divan. Et donc, c'est bien dans le transfert, c'est bien dans la notion de transfert qu'on peut voir, si je puis dire, qu'on peut visualiser. C'est un peu une outrance de langage de dire ça, mais qu'on peut, oui, c'est ça, visualiser psychiquement la notion d'inconscient dans le transfert. Et c'est comme ça que la notion d'inconscient est née d'ailleurs, hein. Elle est née d'une observation qui s'appelle Anao, dont je vous parlerai à la fin, et dans laquelle eh bien, Freud s'est aperçu que finalement, c'était beaucoup mieux de soigner avec la parole qu'avec ce qu'il faisait avant. Parce que Freud, il faut savoir qu'il était médecin, hein, qu'il n'était pas psychiatre. Il était neurologue. Il était neurologue, Freud. C'était sa spécialité. Et donc, il soignait les gens au départ. Il a soigné pendant de très nombreuses années, hein, jusqu'à 1895, 16, 17, par là. Il a soigné les gens par des massages, par de la suggestion, par de l'hypnose, et même par l'électricité. L'électricité, ça se faisait beaucoup. C'était très à la mode, hein, parce qu'il y avait Charcot en France qui pratiquait beaucoup ça, les soins par l'électricité. Donc Freud, ça l'avait un peu fasciné, parce qu'il avait beaucoup d'admiration pour Charcot. Et donc, il utilisait ça aussi. Alors, c'était pas c'était pas de 220 volts, hein, alternatif, hein. C'était des courants continus qu'on appelle galvaniques, des courants continus très faibles, qui servent à, si vous voulez, à faire bouger les muscles un petit peu, dont on se sert toujours aujourd'hui, hein. Il y a des kinés, beaucoup de kinés utilisent les courants galvaniques pour soigner des troubles moteurs, des muscles qui sont un peu affaiblis, mal innervés, etc. On les excite, si je puis dire, un peu, avec des courants galvaniques, donc c'est pas quelque chose du passé. Sauf que Freud l'utilisait dans un but un peu psychologique, c'est pas pour énerver les gens, mais c'était quelque chose comme ça quand même, hein, pour les exciter un peu, qu'ils soient un peu plus présents, etc.
du fait de ces petits courants faibles là qu'il utilisait. Donc il a étudié tout ça pendant longtemps, et puis il est arrivé à un moment où il s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas. Voilà, c'est tout simplement. Hein. Il s'est dit, toutes ces techniques-là, y compris l'hypnose, hein, ça sert à rien, ça échoue tout le temps. Mes malades ne sont pas guéris. Ou alors quand ils sont guéris, bah, ils sont guéris quelques semaines, et puis après tout revient, les symptômes reviennent, etc. Donc je peux pas continuer avec ça, c'est pas possible. Donc, alors il y a une date précise, hein, où il a pris conscience de ça, où il était très tourmenté, très déprimé. Il était dépressif, hein, Freud, à ce moment-là, très déprimé, hein, gravement dépressif. Et c'était en 1897. Il est né en 1856, donc vous voyez, c'était quand même déjà assez avancé. Et en 1897, en septembre exactement, il a écrit une lettre à son ami Fliess, F-F-L-I-E-2-S, Wilhelm Fliess, qui était un chirurgien ORL complètement cinglé, mais que Freud aimait beaucoup. Voilà. Freud, c'était son grand ami, et l'autre avait beau faire des interventions chirurgicales délirantes, Freud l'admirait, quelle que soit l'évolution des choses. Il lui pardonnait tout. Il lui pardonnait tout. Je vous l'ai peut-être déjà dit, il y en a qui le savent ici, bien sûr, mais c'est que Wilhelm Fliess avait une théorie absolument délirante sur l'hystérie, la névrose hystérique. Il disait la névrose hystérique, c'est dû à une malformation des cornets postérieurs du nez. Oui, un peu, faut trouver ça quand même, hein. C'était complètement délirant, quoi. Et donc, il opérait des gens à tour de bras, il leur enlevait les cornets postérieurs du nez, ce qui était une intervention très difficile. Même aujourd'hui, ce serait une intervention très difficile sur le plan chirurgical. Même aujourd'hui, ce serait risqué. Alors à l'époque, je vous dis pas, hein, les gens étaient massacrés. Il y en avait pas mal qui mouraient. Quand ils ne mouraient pas, ils étaient bousillés pour le restant de leur existence. Et le problème, c'est que Freud, eh bien, trouvait ça bien. Enfin, il critiquait pas. Il critiquait pas. Il y a eu une des patientes qui est très célèbre et dont sont servis beaucoup les gens qui ont écrit des choses contre Freud. Il y a une patiente qui s'appelait Emma Eckstein et que Freud avait adressée à Wilhelm Fliess. Quelle erreur n'avait-il fait là? Et donc Fliess l'avait opérée et ça avait été une catastrophe épouvantable. Cette pauvre Emma Eckstein, elle est rentrée à Vienne et c'est Freud qui s'en est occupé. Freud et des ORL, parce il appelait des ORL tous les jours parce qu'elle n'arrêtait pas de saigner tout le temps. Elle était dans un état épouvantable, elle était toute blanche. Elle faisait des malaises très graves. Elle a failli mourir plein de fois. Elle n'est pas morte finalement. Mais elle n'en voulait pas à Freud, c'est bizarre, et ni à Fliess. Et, euh, et Freud lui avait écrit des lettres à Fliess après ça, après Emma Eckstein, en disant à Fliess, mais dans le fond, euh, si tu as fait ça, c'est que tu pensais que c'était bien, donc on ne peut pas t'en vouloir. Voilà. Il a mis la poussière sur le tapis, Freud. Voilà. Et donc, du coup, ben, comme il y avait une correspondance avec Fliess très importante, qui est dans ce bouquin-là, correspondance Wilhelm Fliess-Freud, enfin, ça c'est seulement dans un sens. Hein. Ça, c'est les lettres que Freud a écrites à Fliess, parce que les autres, on les a pas, parce que Freud les a détruites, hein, parce qu'elles sont gênantes. Il y en avait beaucoup qui étaient très gênantes pour lui. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont très gênantes pour lui dans celles qui ont été gardées, c'est-à-dire dans le sens de Freud à Fliess, quoi, hein, dans le sens de Freud à Fliess. Et donc, la lettre, je vais vous lire un petit bout de lettre, là où il renonce à l'hypnose, à l'électricité, au massage, à la suggestion et tout ça, là où il renonce à tout ça, eh bien, c'est dans ce bouquin, c'est une lettre de ce bouquin-là, et cette lettre-là, elle a été supprimée par Anna Freud et puis par d'autres gens quand ils ont écrit Naissance de la psychanalyse. Parce que le bouquin Naissance de la psychanalyse, c'est la correspondance entre Fliess et Freud, c'est ça, Naissance de la psychanalyse. Sauf que dans le bouquin que vous pouvez trouver, qui est toujours vendu, hein, je sais pas, c'est bizarre qu'il soit encore toujours vendu, moi ça m'étonne, hein, mais enfin bon, je trouve pas ça normal. Euh, dans le bouquin qui est Naissance de la psychanalyse, qu'il faut surtout pas acheter évidemment, eh bien, c'est les lettres, sauf que toutes les lettres gênantes sont enlevées. Elles sont plus là. Elles sont plus là. Elles ont été enlevées par Anna Freud, la fille de Freud, et puis aussi par Marie Bonaparte, qui est une grande amie de Freud, l'arrière-petite-nièce de Napoléon Ier.
et puis par Ernest Jones, qui était le grand patron administratif de la psychanalyse de cette époque-là. Ils ont tripatouillé tout ça, ils ont trié, et puis toutes les lettres un peu gênantes, ils les ont enlevées. Sauf qu'en 2006, c'est pas si vieux que ça, vous voyez, il y a des gens qui ont édité la correspondance complète de Freud à Fliss. Ça s'appelle pas la naissance de la psychanalyse, hein, ça s'appelle correspondance Freud-Fliss. Et dans ça, il y a toutes les lettres. Et y compris celle-là, où il dit qu'il abandonne tout ça, parce que dans la naissance de la psychanalyse, elle n'y est pas, cette lettre-là. Elle n'y est pas. Et pourtant, c'est débile de l'avoir supprimée. Parce qu'il dit qu'il renonce à des trucs. Je vois pas ce qu'il y a de négatif là-dedans. Au contraire, même au contraire. Il y a une espèce de prise de conscience douloureuse chez Freud, dépressive, de ce que sa technique de l'époque, jusqu'à 1897, ne marchait pas, ne donnait pas des bons résultats. Et donc, il a laissé tomber. Alors, je vais vous lire ce petit passage-là. Alors, c'est le 21 septembre 1897, vous voyez, c'est précis, hein. Et c'est au 9 Bergache, là où il habitait, Freud, hein, 9 Bergache, rue Bergache, je sais pas, avenue Bergache, à Vienne. Et c'est en tête du docteur Sigmund Freud de l'université pour les maladies nerveuses. Pour les maladies nerveuses, vous voyez, il se définit en tête pour les maladies nerveuses. Hein. Il ne parle pas de maladies psychiatriques, hein, les maladies nerveuses. Et il dit ceci. Alors je vous lis un morceau seulement parce que la lettre est très longue. Et vous savez, ils se sont écrits des. Je dis certes un petit peu, mais c'est important quand même. Freud a écrit des milliers de lettres, des milliers de lettres, voire des dizaines de milliers de lettres. Hein. La plupart de ces correspondances, on les a. Et ça fait une somme colossale. Hein. On les a pas toutes. Mais elles sont toutes, en fait, à la bibliothèque de Washington, aux États-Unis, qui est la plus grande bibliothèque du monde, qui est une bibliothèque colossale. Et tous les originaux de Freud sont là-bas. Donc il y a beaucoup de gens qui vont les consulter. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que ce bouquin-là a pu être écrit. C'est en allant compulser la bibliothèque de Washington, où on trouve tous les documents de Freud. Ils sont là, ils ne sont pas ailleurs. Voilà. Alors, il écrit donc à Fliss, à Wilhelm Fliss, « Cher Wilhelm, je suis rentré depuis hier matin, dispo, serein, appauvri. » Ah, il s'est appauvri. « Pour le moment, inoccupé. Et après m'être réinstallé, c'est à toi que j'écris en premier. Et maintenant, je vais tout de suite te confier le grand secret, vous voyez, qui au cours de ces derniers mois s'est lentement fait jour en moi. Je ne crois plus à mes neurotica. » Voilà, c'est la phrase clé. Je ne crois plus à mes neurotica. Ce qu'il appelle ces neurotica, les gens se sont toujours demandé un petit peu ce que ça voulait dire. C'est vrai que c'est un peu curieux comme terme. Ça questionne toujours l'emploi de ce terme-là, mais peu importe. Ça recouvrait ce que je vous ai dit. Quand il parle de ces neurotica, il parle de la suggestion, de l'électricité, des massages, etc., etc. De l'hypnose. Il parle de ça. Je ne crois plus, il dit ça carrément, hein, je ne crois plus à mes neurotica. Donc évidemment, Anna Freud, sa fille, elle a dû se dire, ah bah oui, mais c'est quand même embêtant parce qu'il a bossé avec ça pendant je ne sais pas combien de temps. Donc tout d'un coup, il renonce à ça. On va pas faire savoir ça au monde. On va cacher ça, quoi. On va cacher ça. On va mettre la poussière sur le tapis là aussi. Ce qui était complètement idiot. Enfin bon, ce qu'ils ont fait. Hein. Je crois plus à mes neurotica. Alors cela n'est probablement pas compréhensible sans explication. Tu as d'ailleurs trouvé toi-même crédible ce que je pouvais te raconter. Je vais donc commencer historiquement et te dire d'où sont venus les motifs de mon incroyance. Mon incroyance, carrément. Hein. Les déceptions continuelles, hein, dans les tentatives pour mener une analyse à son véritable terme. Donc, quand il dit continuel, ça veut dire que ça marchait jamais, quoi. Il dit ça, que ça marchait jamais. Ce que je faisais, ça servait à rien. La fuite des personnes qui, pendant un certain temps, avaient été les mieux accrochées, les gens qui se barraient, quoi. L'absence de succès complet sur lesquels j'avais compté, donc pas de succès complet. La possibilité de m'expliquer autrement de la manière habituelle, les succès partiels. Voilà le premier groupe. Enfin, la surprise de voir que dans l'ensemble des cas, il fallait incriminer le père comme pervers sans exclure le mien. Donc, il découvre en même temps là l'Édipe. Oui. Donc, c'est quand même une lettre extrêmement importante. C'était très stupide de la part d'Anna Freud et puis de Marie Bonaparte que de l'avoir enlevé parce que c'est une lettre charnière, vraiment, hein, où il passe de sa première théorie, qu'il appelait la théorie de la séduction. Hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois.
La théorie, Freud a travaillé avec ça pendant très longtemps. Outre ce que je viens de vous énoncer, l'hypnose et tout ça, il avait comme support théorique à sa pratique la théorie de la séduction. C'était quoi la théorie de la séduction? Eh bien, il disait, Freud, quand quelqu'un est malade psychiquement, parce qu'il ne disait pas psychiatriquement, ça n'existait pas. Il disait, quand quelqu'un est malade psychologiquement ou psychiquement, c'est forcément que dans sa toute petite enfance, il a été agressé sexuellement, ou qu'il a vu des agressions sexuelles, ou qu'il a vu des scènes sexuelles, mais qu'il les a vraiment vues dans la réalité. Et que donc ce traumatisme-là était tel que l'enfant ne l'a pas supporté. Et donc sa théorie, elle est très simple, comme quand on peut l'écrire de manière, on peut la résumer de manière très simple. Donc il y a le trauma sexuel en premier, mais un trauma sexuel dans la réalité, attention, hein, c'est ça le truc de Freud, hein, c'est ça le problème, hein, dans la réalité, un trauma sexuel. Alors il y a un refoulement, parce que c'est insupportable pour l'enfant et puis pour l'adulte que de se remémorer cette histoire-là, d'après Freud, hein. Il y a un refoulement, et puis il y a ensuite, à la place du souvenir du trauma primitif, il y a un souvenir, ce que Freud appelait un souvenir écran. Un autre souvenir qui vient à la place. Traumatisant aussi, hein, traumatisant aussi. Et tout ça entraînant la maladie, les symptômes. Voilà, oui, c'est simple comme ça, hein. Mais c'était ça la théorie de Freud, hein. Il travaillait avec ça, il était vraiment, j'ai dit obsédé, non, c'est pas ça, mais il était persuadé vraiment concrètement que, alors, quand il interrogeait ses patients, comme pas Anao, puisque c'était pas ça, mais comme Dora, par exemple, Dora, quand on est dans les 5 psychanalyses, eh ben, il n'arrêtait pas de lui demander, mais vous êtes sûr, vous n'avez pas vu quelque chose, vos parents faire l'amour, ou bien vous-même, est-ce qu'on vous a jamais touché, agressé sexuellement, etc., etc. Oh, les personnes répondaient non, 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 je me rappelle pas. Non. Mais alors il insistait, jusqu'à que quelque chose vienne, quoi. Et il y a le cas Katharina que je vous lirai un jour, qui n'est pas dans l'étude de l'hystérie, qui est dans un autre endroit. Je vous le lirai parce que il est relativement court. J'aurai le temps de vous le lire en 10 minutes, un quart d'heure. Et Katharina, je lui en ai parlé souvent, hein, qu'il a rencontré pendant ses vacances dans les Alpes autrichiennes. Il était en vacances parfois, Freud, il était fatigué. Et donc il avait rencontré une jeune fille dans la montagne qui lui avait dit qu'elle n'allait pas bien. C'était une servante de l'hôtel où il était. Ça c'est vrai, c'est la réalité. Et donc cette Katharina, elle s'appelait pas Katharina, elle s'appelait Aurelia Home, voilà, dans les Alpes autrichiennes. Et donc il l'a psychanalysé, voilà, si je puis dire, dans la montagne, quoi, à l'air libre, au soleil. Il trouvait ça bizarre lui-même et donc Katharina, ben, il n'a pas arrêté de la tarabuster. Il dit mais vraiment Katharina, je suis sûr que vous avez vu quelque chose ou vécu quelque chose. Alors elle lui a d'abord dit qu'elle avait vu son oncle, je crois que c'était le frère de son père, je crois, son oncle sur sa cousine, son oncle sur sa cousine à elle, donc avec une différence de génération quand même, hein. Et que ça lui avait fait horreur. Voilà, c'est ça qu'elle a dit à Freud. Mais Freud n'y croyait pas parce que Freud se dit ça c'est le souvenir écran. Ça c'est le souvenir écran. Elle me raconte ça à la place de quelque chose qu'elle a vécu elle. Parce que là c'est pas elle qui a vécu ça. Elle dit c'est ma cousine qui était sous mon oncle. Et franchement, elle dit je pouvais pas regarder, c'était horrible. Et donc Freud l'a tarabusté à un point tel qu'elle a fini par lui dire quand même, oui, mais moi j'ai été agressée aussi par cet oncle. Mais elle a mis du temps à lui dire ça. Moi aussi, il m'a agressé sexuellement. Donc dans ce cas précis-là, d'Aurelia Home, Katharina, il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort. Le seul problème, c'est qu'après, il a fait sa théorie unique, si vous voulez, une pratique à sens unique de cette histoire de séduction. Ce qui est curieux, c'est que maintenant, Freud a abandonné ça en 1897, vous voyez dans la lettre que je viens de vous lire, un morceau, c'est qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui travaillent avec ça, qui travaillent comme ça.
Donc, c'est étonnant quand même de voir qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui ne travaillent pas exactement comme ça, c'est pas calqué exactement, enfin c'est quand même ce ressort-là qui est un peu recherché. Alors bien sûr, les gens ne recherchent pas forcément une réalité d'agression sexuelle, mais recherchent éventuellement une imagerie, une fantasmagorie sexuelle, etc., qui aurait pu être traumatisante dans la toute petite enfance et qui à l'âge adolescent et à l'âge adulte, aurait engendré des symptômes névrotiques ou plus. Pardon, je t'en prie. C'est vrai qu'à la fois, avant l'âge de 12 ans, il y a probablement 15 à 20% d'enfants qui ont pu. Oui, 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 oui. Il y a beaucoup. On trouve des choses, peut-être, on risque de trouver des choses qui sont moins graves, mais néanmoins, à côté de ça, une des critiques quand même qui a été, je pense que c'est important de le dire pour les jeunes qui peut-être débutent dans le métier, qui a pu être fait notamment aux États-Unis et qui a été un peu radical, anti-psychanalyste, c'est-à-dire qu'on a dit il y a des gens qui, avec des thérapeutes mal expérimentés, s'appuyant sur des techniques comme ça, finissent à force de dire. Suggérer, suggérer. Oui, oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Des faux souvenirs, ce qu'on appelle les faux souvenirs. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Entrez, entrez. Tout à fait, tout à fait. Travail inverse en disant, mais non, il ne m'est rien arrivé avec mon père, etc. Mais à force de me le demander, on a fini par me suggérer. Oui, c'est vrai. Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas le nier, ça. Tout à fait. C'est tout à fait exact. Et d'ailleurs, Freud s'y entendait en suggestion, hein, puisque je veux dire, il avait été à l'école de Charcot et tout ça, donc il tarabustait ses patients à cette époque-là. À cette époque-là. Après, il le faisait plus comme ça. Hein. Il a tarabusté ses patients au point qu'il y avait des espèces d'aveux, effectivement, d'aveux bizarres, de choses qui ne s'étaient pas forcément passées et qui étaient des souvenirs écrans, quoi, des faux souvenirs, mais effectivement, qui prenaient une certaine réalité, puisque ça venait quand même de l'inconscient de ces personnes-là, et prenant une réalité, pouvait avoir effectivement, comme tu le dis, un effet négatif, un effet pathologique, pathogène. Oui, bien sûr, c'est vrai, c'est vrai. Mais Freud a pris ses distances radicales par rapport à ça, quoi, radicales, radicales. Par rapport à ça, il dit je ne travaillerai plus jamais comme ça me rend dépressif, je vais pas bien, etc., etc. Voilà. C'est curieux qu'ils disent ça à Fliss d'ailleurs, qui comprenait rien à rien. Donc c'est étrange qu'il se soit comme ça confessé à. Mais parce que c'était son grand ami. Voilà, il l'aimait profondément. Il aimait pas sa femme parce qu'il avait essayé de récupérer ses lettres, hein, Freud. Donc il avait écrit à Emma Fliss, la femme de Fliss, de Wilhelm, qui lui avait dit oh je sais pas où elles sont. Bon, je savais très bien où elles étaient, mais il a jamais pu les récupérer, quoi. Il était furieux contre elle, au point qu'à la fin, il l'appelait la grosse vache, pour vous dire la tonalité quand même des relations. La tonalité des relations de Freud avec Emma au moment où Wilhelm était mort, hein, son mari était mort. Il lui disait même, si vous voulez, je vous les paye. Si vous voulez, je vous les paye cher, si vous voulez. Et après, ces lettres-là sont parties chez Marie Bonaparte. Et là, Freud était bien embêté parce qu'il était ami avec Marie Bonaparte et lui a demandé aussi à Marie Bonaparte plusieurs fois. D'ailleurs, les lettres sont là-dedans. Hein. Les lettres je ne vais pas vous les lire parce qu'on n'a pas le temps, hein, mais de Freud à Marie Bonaparte sont là-dedans. Où il le supplie de lui donner ses lettres. Il la supplie de lui donner ses lettres. Et il dit la même chose à Marie Bonaparte. Il dit à Marie Bonaparte, Marie, si tu veux, je peux te les payer. Mais Marie Bonaparte, elle était milliardaire. Elle était richissime. C'était une des femmes les plus riches du monde. Elle n'avait rien à foutre de l'argent que pouvait lui donner Freud, surtout que Freud était pauvre. Et c'était elle qui donnait de l'argent à Freud sans arrêt. Hein. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé Freud financièrement, énormément. Avant, vous venez l'argent de Marie Bonaparte, d'ailleurs.
eh bien, d'héritage de sa famille, d'une part de sa famille Bonaparte. Il y avait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Je vous dis, comme je vous l'ai dit, elle était l'arrière-petite-nièce de Napoléon Ier. Et il y avait eu beaucoup d'argent accumulé, je ne sais pas comment, hein, je ne vais pas vous le dire de manière très claire. Pardon. Et alors, voilà, c'est ça. La deuxième chose, c'est qu'elle était mariée au roi de Grèce, en plus. Enfin, c'est pas vraiment le roi de Grèce, c'était un prince grec qui a failli devenir roi, mais qui n'a pas été. Hein. Mais c'était le frère du roi. C'est le frère du roi. Donc il était presque roi, quoi. Quasi roi. Et il avait énormément d'argent. Et comme il ne s'intéressait pas aux femmes, son mari, à Marie Bonaparte, il s'intéressait aux hommes, il était homosexuel. Il n'était pas là, il était tout le temps absent, etc. Donc elle était libre de faire ce qu'elle voulait, elle avait de l'argent à revendre, si je puis dire. Et donc elle a donné beaucoup à Freud. C'est d'ailleurs grâce à l'argent de Marie Bonaparte qu'une grande partie de la famille Freud a été sauvée des nazis, hein, parce que c'est elle qui a allongé hein, l'argent aux Allemands, qui disaient d'accord, on veut bien vous laisser partir, laisser la famille Freud partir, mais il va falloir payer, il va falloir passer au guichet. Donc elle a donné des sommes énormes pour que la famille Freud puisse partir et aller à Londres, en passant par Paris. Vous pouvez trouver sur Internet des tas de photos, voire des films de ça. Hein. On voit le voyage de Freud, on voit Freud à Paris, sur la gare, à la gare pour Londres. Hein. On voit ces photos-là. Hein. C'était en 1938 ou 37, je ne sais plus, j'ai un doute. 37 ou 38, qu'il est parti à Londres, peu importe. C'était... Oui, 38 sans doute, oui, ça devait être 38. C'était peu avant qu'il ne meure, hein, en fait. Finalement. Il n'est pas resté finalement, lui, il n'a pas vécu très longtemps à Londres, finalement, hein, dans sa belle maison que vous pouvez visiter, j'ai déjà dit ça 100 fois, mais vous pouvez visiter sa maison à Londres, hein, c'est une très belle maison, qui est un musée, c'est le musée Freud maintenant. Il y a un musée à Vienne, mais il y a rien. Il y a le musée de Londres, il y a tout, donc allez plutôt à Londres. C'est très joli comme endroit, la maison est très très belle. Et donc, vous verrez là, tout, on voit toutes les affaires de Freud, là. Des lettres sur son bureau qui sont exposées là, comme ça. Ses lunettes, tout ça. Le dessin de l'homme au loup, comme je vous l'avais dit, hein, le dessin de l'homme au loup, il est là, sur un mur, etc. Le vrai, l'original. Hein. Et son divan, toutes ses affaires, son bureau, ses statuettes grecques, il faisait collection hein, de tout ça. Il avait une collection assez impressionnante hein, d'antiquités, Freud, parce qu'il était passionné par ça. Ben, tout ça, c'est à Londres, quoi. Voilà, donc je vous ai dit ça pour vous dire que il avait abandonné ça, et puis après, c'est très important parce qu'après, quelle a été sa deuxième théorie? Et ça a été le ça, le moi, le surmoi et l'inconscient. Ah ben voilà, ça c'est sa deuxième théorie. Là c'est la première, ici, et là c'est la deuxième, ici. Voilà, tout simplement. Il a basculé, et il s'est dit dans le fond, alors comment est-ce qu'il a basculé sur la notion d'inconscient? Eh bien, par les rêves, par les rêves. C'est l'interprétation des rêves qui est le livre clé de sa bascule. Hein. Il a remarqué que dans les rêves, les gens parlaient de choses qui ne leur arrivaient pas dans la réalité de tous les jours, à l'état de veille, si vous voulez. Des choses qui leur arrivaient à l'état de sommeil, à l'état onirique. Et donc, il s'est dit qu'il y avait un backstage, hein, qu'il y avait quelque chose derrière, à l'intérieur des gens, qui n'était pas comme ça présenté de manière évidente, et c'était l'inconscient, voilà. Et donc, du coup, il s'est dit, il faut qu'on travaille là-dessus, et non plus sur la suggestion, par exemple, ou sur l'hypnose, qui ne marche pas. Il faut qu'on travaille sur le fond des choses, c'est-à-dire sur l'inconscient des gens. Mais, pour Freud, l'inconscient, et ça, il en parle dans ce chapitre-là, hein, Lacan, hein, il revient sur des choses fondamentales, finalement, dans ce chapitre. Hein. Pour Freud, l'inconscient, c'était une accumulation, si vous voulez, une accumulation de refoulés, de choses refoulées, refoulées ES, hein, une accumulation de refoulés, une sédimentation de refoulés, un empilement de refoulés. C'était ça pour Freud. Ce qui n'est pas quelque chose qui convenait à Lacan. Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout.
Lacan, dans ce chapitre, il le redit, mais il l'avait dit déjà 1000 fois, il dit l'inconscient, ça n'est pas une sédimentation de refoulé. Ça n'est pas ça du tout. Ça n'est pas ça du tout. C'est une réalité, disait-il. C'est une réalité. C'est bizarre, hein. Il dit c'est une réalité. Parce que quand Freud disait c'est du refoulé, ça veut dire que si c'est du refoulé, ça va pas forcément être actualisé. Ça va pas forcément venir à la conscience. Hein. Ça peut, le surmoi peut l'empêcher, par exemple. Le surmoi qui est ici peut l'empêcher de venir à la conscience et opposer une résistance telle que ça va pas se faire. Alors c'est pas que Lacan n'a pas nié la notion de résistance, pas du tout, bien entendu. Mais il a dit lui, c'est que c'est quelque chose du côté d'une réalité. C'est une réalité psychique. Voilà, l'inconscient. Une réalité psychique. C'est ça qu'il développe dans ce chapitre-là. Hein. C'est exactement ça. Une réalité psychique. Et donc, cette réalité psychique, eh bien, elle est faite de signifiants. Elle est faite de signifiants. C'est-à-dire que le patient va vous dire, votre patient que vous avez en thérapie, va vous dire des mots, des phrases, etc., qui sont ce que Lacan appelle des signifiants, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas forcément un sens stable. Hein, un sens stable ou définitif. C'est ça la grande différence avec Freud. Hein, parce que Freud faisait des interprétations assez violentes, assez brutales. Hein. Quand je vous parle de Dora, par exemple, qui est dans les 5 psychanalyses, il lui disait à Dora, mais vous, Dora, votre problème, c'est que vous êtes amoureuse de Monsieur K. C'était un ami de la famille, de sa famille, un ami de sa famille. Vous êtes amoureuse de Monsieur K. Il ne voulait pas en démordre. Il ne voulait pas en démordre de ça. Et elle lui répondait tout le temps, mais non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Je ne suis pas du tout amoureuse de Monsieur K, c'est même un sale con, etc. Elle le traitait de tous les noms. Il a essayé de m'embrasser, etc. Je l'aime pas du tout. Je ne suis pas amoureuse de lui. Alors Freud, comme il voulait pas en démordre, il disait, dans le fond, alors peut-être que c'est de moi que vous êtes amoureux, alors. Peut-être que vous êtes amoureuse de moi, alors peut-être. Mais non, pas plus, disait-elle. Donc ça foirait parce qu'il voulait absolument que ce soit quelque chose du côté de la signification, c'est-à-dire que c'est un sens stable. C'était du côté de la signification pour Freud, c'est-à-dire un sens stable. Et en l'occurrence pour Dora, le sens stable, c'était qu'elle était amoureuse d'un homme, peu importe lequel, que ce soit son père ou que ce soit Monsieur K ou que ce soit Freud lui-même, peu importe, mais en tout cas un sens stable. Lacan lui dit, dans l'interprétation des symptômes, d'ailleurs il dit carrément, il provoque Lacan un petit peu, il dit, les symptômes on ne peut pas les interpréter. Il dit ça carrément, hein. Dans ce chapitre-là, d'ailleurs, il le dit, hein. Dans ce chapitre 12, là, les symptômes, il ne faut pas les interpréter. C'est dangereux. Parce que c'est glissant, c'est le terme qu'il emploie. C'est glissant et c'est instable. Les deux termes qu'il emploie, glissant, instable. Il dit carrément que on ne peut pas s'en servir, ça ne peut pas servir, quoi. C'est quelque chose d'intouchable, quoi. Alors là, c'est un peu de la provocation, parce qu'il le fait, lui, l'interprétation. Il en fait des interprétations, Lacan. Pas comme Freud, mais il en fait quand même. Mais c'est un peu de la provoque pour amener sa notion sur le signifiant et pour dire que le signifiant, pour lui, eh ben, ça peut carrément ne pas avoir de sens du tout, pas de signification du tout, ou quand ça en a un, c'est un sens glissant, instable. Et donc, du coup, eh ben, il faut écouter les gens avec beaucoup de prudence, hein, justement. Et ça renvoie un petit peu à ce que disait le docteur Jouet tout à l'heure. C'est vrai, on pouvait suggérer des choses à des gens qui pouvaient faire des espèces d'aveux sur des fausses réalités. Et c'était dangereux parce qu'on donnait à ces réalités-là une qualité de vérité définitive. Voilà, c'était pas du tout un sens glissant comme les signifiants lacaniens. Hein. Parce que Lacan, lui, il aurait dit, oh là là, elle me raconte ça, mais ça doit pas être ça le truc. Il faudrait qu'on travaille ça, madame, parce que vous devez essayer d'associer ça avec autre chose. Il faisait faire des associations, Lacan, des associations libres, c'est comme on les appelle. Hein. Essayez de trouver d'autres mots, etc. Il laisse une certaine liberté. Dites tout ce qui vous passe par la tête par rapport à ce que vous venez d'énoncer pour qu'on voit si ça va pas un peu dans une autre direction. Voilà. Pour lui, c'était pas établi, quoi. C'était pas établi, c'était pas stable, tout simplement. C'est ça la grande différence entre Freud et Lacan. Hein.
C'est une différence assez considérable. Je ne dis pas que Freud était borné comme ça, etc. Non, non, non. Il réfléchissait énormément, il avait beaucoup de doutes. Il doutait beaucoup, Freud, hein. C'était pas un abruti, hein. Non, non, pas du tout, hein. C'était un type très intelligent, extrêmement, extraordinairement intelligent même. Et donc là, je vous fais un commentaire un peu abrupt, voilà, comme ça, pour que vous compreniez un peu le clivage entre Freud et Lacan, si tant est qu'il y a un clivage. En fait, il n'y en a pas vraiment, parce que c'est une continuité filiale, je dirais, hein. Je dirais que Lacan est un peu le fils spirituel le fils psychanalytique de Freud, même si Freud ne l'a jamais su, puisque Freud n'a jamais connu Lacan. Il y a eu un seul échange, c'est une carte postale. Et puis Lacan lui avait envoyé sa thèse. Il a envoyé sa thèse à Freud et une carte postale. Et Freud ne l'a jamais lu, la thèse. Il a répondu, alors on n'a plus la carte postale malheureusement, hein, on l'a plus. Il a répondu à Lacan en lui disant « C'est très bien tout ça, c'est tout. C'est très intéressant tout ça, il n'y avait rien de plus. Signé votre Sigmund Freud. C'est tout. » Et malheureusement, cette carte postale, c'était même pas une lettre, hein, c'est une carte postale. On l'a pas. Donc il n'a pas lu. Ça l'a emmerdé. Il n'avait pas le courage de dire ça. Peut-être qu'il avait vu que c'était horriblement compliqué. C'était traduit en plus. Enfin, je sais pas si c'est traduit d'ailleurs. Je sais pas, j'en sais rien. Ça reste un peu une question. Je sais pas. Il y a peut-être des gens qui savent ça. Moi, je sais pas. Parce que s'il fallait, c'est vrai que Freud parlait beaucoup de langues, y compris le français, hein. Mais lire Lacan quand on est germain, si je puis dire, avec la culture germanique, c'est pas de la tarte, hein. Déjà en français, c'est pas facile, mais alors pour un Allemand, même il y a eu des amis allemands de Freud de Lacan qui disaient oh non, moi, nous, on peut pas te lire, hein. On peut pas te lire, c'est pas possible. Oh, on comprend rien de ce que tu écris, hein. On comprend absolument rien. Donc, et même des Français, hein. Il y avait un grammairien qui est très connu, qui s'appelait Pichon, parce qu'il est décédé, qui a produit des grammaires très célèbres, et qui avait dit à Lacan, vous savez, et qui était un homme extrêmement lettré et intelligent, hein, Pichon. Il avait dit à Lacan, vous savez, monsieur Lacan, vous lire, c'est quand même du sport, hein. Il dit ça, vous lire, c'est quand même du sport. Ça me fait penser à un truc que j'ai vu à la télévision, Michel Serres, qui était interviewé autrefois, parce qu'il est décédé, Michel Serres, hein, philosophe Michel Serres, décédé. Il disait, pour garder vos neurones en bonne santé, il faut lire au moins 2 heures de textes difficiles par jour. Eh bien, Lacan, c'est l'idéal. Hein, vous voyez, si vous voulez garder votre cerveau en bonne santé, vous lisez Lacan, vous êtes sûr. Mais vous savez, on rigole, mais il y a des neurologues d'aujourd'hui, les plus pointus, qui disent la même chose exactement. Ils disent, il faut lire des textes difficiles, il faut se mettre, ils disent textuellement, il faut se mettre dans des zones d'inconfort intellectuel, Et bien Lacan, c'est ça, hein. C'est extrêmement inconfortable la lecture de Lacan, hein. C'est pas bénèze, hein, c'est pas cool, hein. Quand on lit ça, la première lecture, on comprend absolument rien. Donc on est obligé de creuser, c'est extrêmement inconfortable. Et bien les neurologues d'aujourd'hui disent, il faut lire des textes comme ça, parce que c'est ça qui fait que vous allez faire des nouvelles connexions, que vos neurones vont rester en bonne santé, vous allez rester jeune, etc., etc. Pourquoi pas? Moi je trouve pas ça idiot, hein, dans le fond. Et c'est vrai que moi quand je lis Lacan, je suis pourtant habitué, ça fait 40 ans que je le lis, hein, mais je bute régulièrement sur des choses, hein. Je bute souvent sur des choses et qui me demandent un effort conceptuel considérable parfois, hein. Je vais te chercher. Un bon somnifère. Pardon? Un bon somnifère. Oh non, c'est pas un somnifère, je dirais pas ça, hein. Moi, ça m'endort pas, hein. Ça m'énerve plutôt. Parce que j'essaye de comprendre, quoi. Et alors, je fais des efforts et j'y arrive. Mais il y a une phrase de Lacan qui éclaire ça et que je trouve géniale. Il disait un truc très simple. Il disait, c'est pas grave que vous ne compreniez pas maintenant, vous comprendrez après. Et c'est vrai que Lacan, quand on s'acharne, quand on lâche pas le morceau, si je puis dire, eh ben on comprend. On finit par comprendre. Parce qu'il disait pas de conneries, Lacan, hein. Il y a très peu de conneries dans ce qu'il raconte, hein. C'est vraiment toujours très dense. C'est très sous-tendu, quoi. Et donc, c'est un bon exercice, quoi.
Moi, je m'y plie pas tous les jours, hein. Non, 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 je ne vais pas vous faire croire ça. Je fais pas comme Michel Serres, 2 heures de lecture inconfortable par jour, mais je le fais quand même assez régulièrement. Et c'est vrai que ça fait, je pense que les neurologues ont raison. Ça fait du bien. C'est très bon. Plus c'est difficile, plus c'est bien. Faut pas aller vers des trucs illisibles, hein. Il y a des trucs complètement illisibles comme le psychologue philosophe Félix Guattari, qui était un post-lacanien, mais contemporain de Lacan, hein, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, qui travaillait à la clinique de la Borde. Il a écrit plusieurs bouquins qui sont, alors là, totalement illisibles, hein. Il y en a qui sont lisibles, les tout premiers qu'il a écrits. Mais il y en a certains où il appelait ça la schizo-écriture, la schizo-analyse. C'est totalement illisible, hein, ça. Alors là, je sais pas, je sais même pas si en travaillant, on peut trouver quelque chose là-dedans. Personnellement, j'ai essayé dans le séminaire, d'ailleurs ça m'est arrivé de parler de Félix Guattari et de lire quelques passages. Le livre m'est tombé des mains, hein. À chaque fois, les bouquins me sont tombés des mains. J'ai peut-être tort, hein. Je sais pas. Peut-être qu'il y en aura parmi vous qui me diront un jour que Félix Guattari est génial et puis qu'il faut le lire. Mais je ferai pas de séminaire sur Félix Guattari, hein. D'abord, il n'y a pas une œuvre assez consistante pour ça. Il n'y a pas une œuvre assez consistante. Et puis, je vous dis, tous les derniers bouquins qu'il a écrits, notamment avec Deleuze, avec Gilles Deleuze, le philosophe, bon, c'est totalement illisible. C'est impossible. On voit pas que, on peut pas comprendre une phrase. L'anti-Oedipe, quand même, ça. Ah, l'anti-Oedipe, voilà. Bah oui, l'anti-Oedipe, c'est le contre-exemple, hein. C'est l'exemple qui, voilà. L'anti-Édipe, c'est un bouquin qu'il a écrit pour nier un peu le concept d'Édipe. Celui-là, il est lisible, l'anti-Édipe de Félix Guattari. D'ailleurs, moi, je l'avais rencontré personnellement, hein, à l'époque, avec mon frère qui était journaliste, pour l'interviewer sur l'anti-Édipe. Et ça, c'était pas, moi, je trouvais que c'était pas très convaincant, mais enfin bon. J'étais jeune à l'époque, je comprenais pas tout ce qu'il racontait non plus, hein. Et ce bouquin, maintenant, je l'ai relu depuis, bon, bon, Mais moi, je le trouve, enfin, pour l'avoir aussi rencontré à la base, oui, un petit peu borderline, quand même. oui, Enfin, c'est ouais, un peu l'impression qu'il limite, ouais, faisait. ouais, ouais. Donc, si ses écrits sont pas Et puis il avait un côté qui était très déplaisant, Félix Guattari, bah, il est mort, alors paix à son âme, bien sûr, mais enfin bon, c'est quand même qu'il n'arrêtait pas de me raconter, à moi comme à d'autres, hein, mais à moi aussi, il m'a dit souvent, tu sais, ce qu'il y a quand même de plus efficace pour tuer un maximum de gens quand on fait un attentat, parce qu'il était pro-attentat de l'extrême gauche de l'époque, hein. Faut croire, faut savoir ça quand même, hein. Guattari était très accoquiné avec l'extrême droite allemande et française, extrême gauche, excusez-moi, extrême gauche allemande et française de l'époque, la bande Abadère et tout ça, il est très accoquiné à ça, très fasciné par ça. Et donc il disait le mieux c'est quand même de mettre un maximum de limaille dans une cocotte minute et puis de l'explosif. Et là ça tue et ça déchiquette le maximum de gens, quoi. Et moi je me souviens qu'à l'époque ça me gênait, quand même. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou, quoi. Ça me gênait, quoi. Je trouvais pas ça sympa, quoi, comme idée. C'était pas. Et à côté de ça, il se mettait au piano, puis il jouait du Chopin, voilà, ça, dans son petit château qu'il louait là, près de la Borde. C'était un drôle de personnage, hein, oui, bon, bref, c'est l'histoire, tout ça, un peu oublié. Sur la lecture de Lacan, moi je ne suis pas un spécialiste, mais néanmoins, on peut se dire que ce qui est transcrit par Jacques Alain, c'est quand même de parler, Ouais. et qu'il y a une prosodie qu'on peut retrouver Tout à fait. en lisant en voix haute. Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Je l'ai lu à voix haute. Tu as parfaitement raison. Oui, oui. Eh bien, écoute, je te remercie de le dire, parce que moi, je n'aurais même pas osé le dire, mais je le fais, ça. Oui, je le fais. Oui. Et hier soir, j'ai relu le chapitre, pour moi tout seul, à voix haute, pour que ça me revienne en écho. Et c'est une espèce de, comme tu dis, il y a une prosodie lacanienne. Et cette prosodie, eh ben, à force de lire Lacan, on finit par l'entendre, au sens de le comprendre, plus facilement que quand on l'aborde pour la première fois, bien entendu, hein. Parce qu'il y a un style, une prosodie, etc. Et puis on retrouve, il avait raison de dire, vous comprendrez après, parce qu'il revient sans cesse sur le chemin, sur les choses qu'il a déjà labourées, si je puis dire, hein. C'était un laboureur, Lacan, et donc il revenait sans arrêt, notamment sur la notion de signifiant et d'inconscient. Il revenait sans cesse là-dessus. Donc,
Du coup, il y a des moments où on se retrouve en pays connu avec Lacan. Il y a beaucoup de moments où on se retrouve en pays connu. Tiens, on dit, ah, ben là, je comprends. Et puis, je comprends après, quoi. Donc, c'est pour ça que quand vous lisez Lacan, je vous donne un petit conseil, outre celui que vient de vous donner le docteur Jouet, c'est de lire Lacan, et puis si vous butez sur quelque chose, vous ne comprenez pas un bloc, un petit chapitre ou une phrase, mais vous passez par-dessus. Vous la laissez tomber. Vous la laissez tomber. Et puis vous allez à la suite. Et puis en lisant la suite, tout d'un coup, vous allez voir que la suite va donner un coup de spot, un coup d'éclairage rétroactif sur la phrase que vous n'avez pas compris. Et de toute façon, elle va devenir compréhensive tout d'un coup. C'est bizarre chez Lacan. Hein. Ça c'est à tous les coups, ça marche. Hein. Tous les coups, ça marche. Il faut passer par-dessus. Il ne faut pas s'acharner, perdre du temps sur des passages que vous ne comprenez pas. Et puis tout n'est pas à lire parce que c'était un homme tellement cultivé, tellement référencé, Lacan, qu'on ne pouvait pas aller dans toutes ses références. C'est pas possible. Il avait lu, mais c'était fabuleux. Il avait lu tous les philosophes. C'était complètement dingue, quoi. Donc, comment voulez-vous parce qu'il faisait que ça, nuit et jour. Donc nous, on ne peut pas faire ça. Moi, je ne passe pas ma vie à lire Lacan, les philosophes, etc. Je fais autre chose, quoi. Et Lacan, il faisait ça tout le temps, quoi. Il avait une culture monumentale, doublée d'une intelligence monstrueuse, comme disait Jean-Bertrand Pontalis. Donc, ce qui faisait qu'il écrivait, il disait des choses, l'a dit Jean-Claude, il disait des choses, il parlait, hein. Et ça a été effectivement retranscrit par son gendre, Jacques-Alain Miller, qui est toujours de ce monde. Voilà, à la tête de l'école de la cause freudienne. Enfin, je ne sais pas s'il est toujours à la tête de l'école de la freudienne, parce qu'il se fait vieux maintenant, hein, quand même, Jacques-Alain Miller, je ne sais pas si... Peut-être il est toujours à la tête quand même de l'école de la cause, je ne sais pas, je ne sais rien. J'ai pas de connexion avec l'école de la cause. Alors, il dit, dans ce chapitre-là, j'ai pas avancé très vite aujourd'hui, dis donc, hein, pas dire, hein. Ah oui, dis donc, oh là là, on arrive à la fin. J'ai pratiquement rien dit. Non, il y a 1 heure. Ah non, 7h30, non, 7h30. 7h30. 8h. Je suis bête, oui. Vous me troublez. 8h. Oui, ça va. On a encore un petit peu de temps quand même, hein. Mais ceci dit, je n'irai pas quand même jusqu'au bout du chapitre, hein. Je pourrais pas. Parce que j'ai pas mal digressé. Mais c'est normal parce que j'ai digressé à propos de ce que nous propose Lacan dans le chapitre, hein. Je ne me suis pas écarté du chapitre, hein. C'est textuellement ce qui est implicitement ou explicitement dit dans ce chapitre 12, ce que je vous ai énoncé là. Parce que la notion d'inconscient, on ne peut pas la balancer comme ça. L'inconscient lacanien, on ne peut pas le balancer comme ça sans parler de l'inconscient freudien et du refoulement. On ne peut pas. Et du pourquoi Freud a renoncé à ses neurotica et pourquoi il est passé du côté de l'étude de l'inconscient à travers les rêves. Alors, à travers les rêves, justement, Lacan parle dans ce chapitre-là d'un rêve que Freud raconte dans l'interprétation des rêves. L'interprétation des rêves, c'est ça, c'est ce bouquin-là, qui là est dans la collection La Pléiade. Je crois vous avoir déjà posé la question s'il existait en autre chose que la collection La Pléiade, mais je ne me souviens plus de vos réponses. Il existe en bouquin... Pardon? Peut-être, je sais pas, je dis ça. Attends, je regarde. Oui, t'as raison, c'est Puf. Oui, t'as raison, c'est pas la Pléiade du tout. Non, c'est pas la Pléiade, j'ai une bêtise. C'est Puf, oui. Oh, il doit y avoir d'autres éditions parce que celle-là est assez chère. Il est en poche. D'accord. Ultérieurement. Ah oui, d'accord. Et si, là, par contre, vous voyez, je vous dis souvent, n'achetez pas de bouquin, mais l'interprétation des rêves, si vous avez les sous, achetez-le parce que c'est un bouquin remarquable, l'interprétation des rêves de Freud. En poche, il est? Eh bien, alors c'est génial. Ça, vous pouvez l'acheter. Parce que la science des rêves, oui, la science des rêves, la trame de Tung en allemand, hein, trame de Tung en allemand, la science des rêves. Et donc, vous pouvez l'acheter parce que ça, c'est un livre vraiment remarquable. Et les rêves sont assez fascinants, quoi. Freud a fait une sélection de rêves qui sont tous plus extraordinaires les uns que les autres, quoi, hein. Et il les interprète de manière assez magistrale, assez fascinante, quand même, faut bien le dire, hein. Surtout les siens. Surtout les siens. Oui, parce qu'il y a les siens dedans, hein. Il n'y a pas que les rêves des autres. Et il y a un index à la fin où vous avez tous les rêves, hein. Il y en a vraiment un paquet, hein, là-dedans, hein. Il y a des rêves d'enfants, des rêves d'adultes, etc.
Et dans ce chapitre-là, il est question d'un rêve d'enfant, et pas n'importe quel enfant, la fille de Freud, Anna. Anna. Anna, un jour, elle a mangé des fraises et du flan. Elle était petite, elle avait 19 mois, je crois, quelque chose comme ça, elle était toute petite. Mais elle commençait à parler, à 19 mois, les enfants parlent, hein. Ils disent beaucoup de mots, les phrases sont encore pas tout à fait établies à 19 mois. C'est le début un petit peu de toutes petites phrases, sans verbe, et sans pronom personnel en général. Et donc Anna, elle avait mangé beaucoup de fraises un jour et de flan, trop. Et elle avait été malade. Elle avait été très malade, elle avait vomi, etc., la toute petite Anna, Freud. Et donc, du coup, ses parents, Freud et sa femme, l'avaient mis à la diète pendant une journée. Et puis, elle est allée se coucher. Et puis, pendant la nuit qui a suivi, elle a rêvé tout haut, comme beaucoup d'enfants qui parlent la nuit, qui soliloquent la nuit, il y en a beaucoup, hein. Eh bien, elle disait fraise, flan, tarte, grosse fraise. Voilà, elle disait ça. Elle n'arrêtait pas de répéter ça. Et donc Freud, il l'avait entendu dire ça, Freud. Il avait entendu ces mots-là parce qu'elle les disait fort et puis il les a répétés beaucoup dans la nuit. Et Freud, il raconte ce rêve-là. Je ne vais pas vous le lire en entier non plus parce que c'est trop long, mais je vais vous lire un petit passage. C'est page 120. Alors dans cette édition-là, hein, mais vous la trouvez facilement parce que dans l'index, vous trouverez le rêve d'un affreux de les fraises, ou je sais pas quoi, enfin les fruits, je sais pas comment il est intitulé, mais on le trouve très facilement. Alors il dit ceci, Freud. Si l'on veut bien m'accorder que les mots dits par les enfants pendant le sommeil font partie du rêve, je pourrais communiquer l'un des rêves les plus récents de ma collection. Ma plus petite fille, âgée à ce moment de 19 mois, avait eu un matin des vomissements et avait été mise à la diète pour toute la journée. Dans la nuit qui a suivi ce jour de jeûne, on l'entend crier au milieu d'un sommeil agité, Anna, Freud, elle dit pas Freud, elle dit Freud, fraise, gosse fraise, pour dire grosse fraise, flan, bouilli. Elle employait alors son nom, Anna, pour exprimer la prise de possession. Son menu comprenait apparemment tout ce qui lui avait paru désirable. Le fait qu'elle y avait mis des fraises sous deux formes était une manifestation contre la police sanitaire domestique. Un joli terme de Freud, hein. La police, c'est-à-dire les ordres donnés par les parents, quoi, hein. La police sanitaire domestique. Elle avait remarqué en effet que la bonne avait mis son indisposition sur le compte d'une grande assiette de fraises. Elle prenait en rêve sa revanche de cette appréciation inopportune. Voilà. Voilà le rêve tel que Freud le raconte partiellement. Là, je vous l'énonce partiellement parce que ça suffit de savoir ça. Et donc, pour Freud, le rêve, c'est de l'inconscient. Voilà. Donc, c'est différent de sa première théorie, hein. On n'est plus dans la théorie de la séduction, là. On n'est plus dans le trauma que je vous ai dessiné là. On est dans quelque chose qui est du côté de l'inconscient, du côté de l'onirique, hein, de l'onirisme, des rêves, le rêve. Et donc, supposons qu'elle dise fraise. Voilà, on s'arrête au mot fraise. Donc, pour Freud, eh bien, c'est quoi ce mot Freud? Qu'est-ce qu'il en fait comme interprétation de ce mot fraise? Eh bien, il dit, c'est l'accomplissement d'un désir. Voilà. Et donc, ça va parfaitement avec sa théorie du refoulement, puisque il peut se dire que, étant donné les interdits familiaux sur les fraises, eh bien, ou les fraises en trop grande quantité, eh bien, sa fille, Anna, avait refoulé son envie de fraise. Elle n'en parlait pas, elle l'avait refoulé dans son inconscient, mais c'est ressorti dans le rêve. Dans le rêve, elle a accompli son désir en réclamant et sans doute en mangeant des fraises dans son rêve, elle dit même des grosses satiétés de fraises. C'est-à-dire qu'elle brave les interdits effectivement familiaux en demandant non seulement pas une fraise, mais des grosses satiétés de fraises, hein. Donc elle brave les interdits sans vergogne, quoi, hein. Et donc pour Freud, tous les rêves sont l'accomplissement d'un désir.
l'accomplissement d'un désir. Tous les rêves sont l'accomplissement d'un désir. Hein. Alors, il rajoute quand même que le fait de rêver d'un bon repas dans un rêve ne vous arrange pas du côté de la satiété. Vous aurez toujours faim le lendemain matin quand même. Hein. Ça ne va pas résoudre votre problème de satiété, malheureusement. Pour certaines personnes, ça aurait été bien, mais bon, ça ne fonctionne pas. Mais c'est quand même l'accomplissement d'un désir refoulé, repoussé. Hein. Et c'est ça l'interprétation essentielle de Freud. Donc vous voyez que c'est une interprétation qui est quand même, j'allais dire bornée, c'est pas un bon terme parce que c'est péjoratif, mais c'est une interprétation qui est établie, qui est solide, qui est, je dirais, une fois pour toutes, quoi, d'une certaine façon, une fois pour toutes. Hein. L'accomplissement d'un désir. Après, tout le travail, parce qu'il y a des rêves beaucoup plus compliqués que ça chez Freud, tout le travail de Freud est de trouver l'accomplissement de quel désir. L'accomplissement de quel désir. Dans le rêve de sa fille, c'était simple pour lui, puisqu'il l'a entendu rêver des fraises et du flan et des tartes aux fraises. Et puis qu'il savait son appétit et il connaissait les interdits familiaux, etc. Donc l'interprétation pour lui était simple. Mais vous lirez, si vous lisez certains rêves de Freud, vous verrez qu'il a beaucoup de mal à interpréter. C'est très, très compliqué. C'est extraordinairement alambiqué pour qu'il arrive à comprendre pourquoi telle personne a rêvé de ceci ou de cela. Hein. Il y a un rêve qui s'appelle, vous le lirez, il est dans l'interprétation, il est là-dedans, hein, dans la science des rêves, là, il est là-dedans. Ça s'appelle le rêve de l'injection d'Irma. Et ça, c'est un rêve, alors là, d'une complexité, où d'ailleurs se trouve plus ou moins, c'est un rêve que Freud a fait, hein, comme le disait le docteur Wald tout à l'heure, il y a beaucoup de rêves de Freud dans ce bouquin-là, de Freud lui-même. Et le rêve de l'injection d'Irma, c'est un rêve de Freud. Hein. C'est un rêve de culpabilité, d'ailleurs, en partie de culpabilité, parce que il rêve notamment d'Emma Eckstein, la jeune fille dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui était massacrée par Wilhelm Fliess et que Freud n'a rien arrangé, puisque c'est lui qui l'avait adressé quand même. Hein. Donc voilà, et ce rêve-là, vous verrez que Freud a un mal fou à l'interpréter, quoi. Un mal fou. Il est obligé de prendre des raccourcis, des chemins contournés, des tortueux, etc. Mais il y arrive, hein, il y arrive. C'est brillant, c'est extrêmement brillant, quoi. Après, on n'est pas obligé d'adhérer, mais c'est exceptionnellement brillant, ce rêve-là, le rêve de l'injection d'Irma. Alors, je ne peux pas vous le lire parce qu'il est long. Il est très long et il est très complexe. Donc, on prendrait 1 heure pour ça ne vaut pas le coup. Il vaut mieux que vous le lisiez vous-même dans le texte, mais vous pouvez en lire beaucoup d'autres. Il y en a un il y en a un autre que je vous conseille, qui est magnifique, magnifique. Celui-là, il est assez court. Je vous le lirai peut-être, si j'ai le temps, avant la fin de ce séminaire de cette année 2025. C'est le rêve de l'enfant qui brûle. Il s'appelle comme ça textuellement, hein. Le rêve de l'enfant qui brûle, c'est un rêve magnifique, très triste, hein. C'est un rêve très sombre, très triste, horrible, atroce même. Mais magnifique, magnifique. C'est une splendeur, ce rêve. Hein. Et l'interprétation qu'en fait Freud est aussi une splendeur. Hein. L'interprétation qu'il en fait est d'une richesse inouïe, quoi. Donc, celui-là, il faut le lire absolument. Hein. Le rêve de l'enfant qui brûle. Encore plus peut-être que le rêve de l'injection d'Irma, parce qu'il est tellement tourmenté, celui de l'injection d'Irma, que parfois on n'a pas le courage de le lire. Mais le rêve de l'enfant qui dort, on peut le lire. Hein. Ça, oui. Mais il est très beau sur le plan littéraire d'abord, parce que Freud écrivait magnifiquement bien. C'est une œuvre d'art, c'est de littérature, hein, le rêve de l'enfant qui brûle. Hein. C'est de la littérature de très haut niveau. Hein. Et en plus, c'est de la psychanalyse de très très haut niveau, ce rêve-là. Hein. Donc il est assez facile à lire, il est assez facile à comprendre, il n'y a pas tellement de protagonistes là-dedans. Hein. Il y a le père, il y a un vieillard et l'enfant. C'est tout. Voilà. L'enfant est mort. Et puis effectivement, il brûle partiellement parce qu'il y a un cierge qui tombe sur son bras, etc. Bon, voilà. Mais je ne vais pas vous le raconter parce que si je commence à le raconter, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, voilà. Alors, voilà, oui, c'est ça. Alors, Freud, donc, pour Freud, c'est l'accomplissement d'un désir. Voilà, le rêve. Et pour Lacan, c'est ça. Alors, c'est dans ce chapitre, il en parle, Lacan. Hein. C'est pour ça qu'il parle du rêve d'Anna. Pour Lacan, ben non. C'est pas l'accomplissement d'un désir. Pour Lacan, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Lacan dit, le rêve, c'est le désir lui-même. C'est le désir lui-même, c'est l'expression du manque. Donc, vous voyez que c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose, hein.
Le rêve exprime le désir lui-même, l'expression du manque. Et quand il parle de Anna et de son rêve de fraises, il dit c'est pas les fraises qui intéressent Anna, c'est son désir, c'est son propre désir, ce qu'elle désirerait. Hein. La force de son désir s'exprime là-dedans. Ce qui, vous voulez, transperce le désir, le rêve de fraise, qui le transcende complètement, c'est le désir même d'Anna, son désir, son désir. D'une certaine façon, eh ben, son énergie libidinale, si vous voulez, son énergie libidinale. Parce que ce que dit Lacan aussi à propos de ce rêve de fraise, il dit les fraises de Freud, enfin les fraises d'Anna, vues par Freud, sont des objets de la réalité, des objets standards de la réalité. Voilà. Et Lacan dit non. Ce ne sont pas des objets standards de la réalité, ce sont des objets sexuels. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ce sont des objets sexuels. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Eh bien, parce que c'est à partir d'un interdit formel et de sa transgression que cette petite fille Anna a fait ce rêve. C'est lorsqu'elle a voulu transgresser, dépasser, transcender son rêve, braver les interdits, et Lacan rajoute, elle n'a pu faire ce rêve que parce que les objets étaient sexualisés. Sinon, elle ne l'aurait pas fait. Il va loin, Lacan, hein, là, il va loin. Hein. Elle n'aurait pas fait ce rêve si la fraise n'était pas sexualisée. Et il étaye cela de manière très approfondie, Lacan, hein, mais moi je vous dis ça de manière concise, parce que Lacan, en gros, il explique que c'est qu'elle brave les interdits, et braver les interdits, c'est braver essentiellement, fondamentalement, braver les interdits sexuels, y compris chez les enfants. Hein. Et les enfants ont une curiosité sexuelle tout à fait importante. Hein. Quand vous faites dessiner les enfants, vous le voyez, hein, ça. Hein. Les enfants qui dessinent des phallus, c'est vraiment tous les jours. Hein. Voilà, donc ils ont une curiosité normale, d'ailleurs tout à fait saine hein, par rapport à ça. Et ils dessinent très très souvent des rêves à connotation, des dessins à connotation sexualisée. Et donc la transgression chez Anna, c'était une transgression d'ordre sexuel, dit Lacan. Hein. Après, on n'est pas obligé d'adhérer à ça, mais enfin, c'est ce qu'il y a dans le chapitre, là, hein, textuellement. Hein. Les fraises. Donc, du coup, les objets fraises sont des objets sexualisés. Ici, et Lacan dit, le ressort du rêve, c'est le fait que ces objets soient sexualisés. Sinon, le rêve ne serait pas venu au jour. Elle n'en aurait pas parlé, elle n'aurait pas soliloqué pendant la nuit là-dessus. Donc, du coup, si on dit que les fraises sont sexualisées, eh bien, l'interprétation, c'est pas la satisfaction d'un désir. Hein. Ça n'est plus la satisfaction d'un désir. Donc ça marche plus. Ça marche plus la théorie de Freud là-dedans. Ça marche plus. Pourquoi? Ben parce que le désir, par définition, il est fondamentalement insatisfait. Mais ça, je le dis, alors là, ça je peux le dire de manière vraiment tout à fait libre et sans contestation possible. Vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes totalement libre de tous vos désirs. Vous ne pouvez pas prétendre ça. Moi, je ne peux pas prétendre ça. C'est impossible. On a beaucoup de désirs refoulés, énormément, et même nos désirs non refoulés ne sont pas accomplis pour la plus grande part. Hein, ils ne sont pas accomplis pour la plus grande part. Et donc, on ne peut pas dire que les fraises, par exemple, les fraises d'Anna étaient la finalité, finalement, de son rêve. Et c'était bon, elle avait rêvé de fraises, donc elle avait accompli son désir, parce que c'est ce qu'il dit Freud. Hein. Elle avait accompli son désir en rêvant de fraises. C'est bon. C'est bon, donc elle était contente. Non, non, parce que Lacan, lui, nous dit, eh ben non, c'est instable. Le mot fraise devait renvoyer certainement à beaucoup d'autres choses, à son propre désir, d'abord, à son propre désir, au désir d'Anna, hein, à sa libido, d'une certaine façon, à son énergie sexuelle, et donc à son questionnement par rapport à tout un tas de questions que les enfants peuvent se poser, hein, y compris quand ils sont tout petits. Hein.
Parce que quand ils sont tout petits, ben, ils commencent à dessiner. Hein. Ils font d'abord des gribouillis, on appelle ça des gribouillis. Et puis après, ils commencent. Les premiers dessins d'enfants petits, c'est des trucs circulaires comme ça. Hein. Des trucs circulaires comme ça. C'est pas des cercles parfaits. Hein. C'est des trucs, des espèces d'escargots. Hein. Voilà. On appelle ça comme ça d'ailleurs. Hein. Les premiers dessins des enfants, c'est des espèces d'hélices. Voilà, comme ça. En escargot. C'est des ronds, quelque chose qui entoure, quoi, hein, quelque chose qui vient entourer, qui a la prétention d'entourer quelque chose. On se demande si chez l'enfant, il n'y a pas ce désir-là de pouvoir saisir quelque chose dans une espèce de nasse, si vous voulez. Ça, je dis ça comme ça, hein, parce que de mon expérience, parce que j'ai quand même une grande pratique maintenant, longue pratique, hein, pas suffisante, bien sûr, jamais suffisante, mais bon, longue pratique de la thérapie des enfants, parce que c'est mon métier. Mais voilà, je me demande s'ils ne cherchent pas à attraper quelque chose du côté du sens qui leur échappe. Qui leur échappe au sens lacanien du terme, quoi. Parce que la signification, eh ben, elle échappe tout le temps. La signification, notamment des rêves, ben, ça échappe à longueur de temps, quoi. Ça échappe tout le temps, quoi. Donc, vous voyez que c'est quand même contrasté entre Freud et Lacan. Hein. Il y a une rupture quand même là. Il y a une rupture. Hein. C'est pas un clivage hein, non plus, mais en tout cas, ça avance quoi. Ça avance dans des directions qui sont une direction qui n'est pas forcément la même quoi que celle de Freud. Donc, je vous ai lu la lettre à Wilhelm Fliess, je vous ai lu la lettre, le petit rêve d'Anna. Oui, alors, en ce qui concerne la réalité psychique, hein, la réalité psychique, c'est la réalité de l'inconscient. Hein. C'est ça, la réalité psychique, c'est la réalité de l'inconscient. Nous avons en nous tout un tas de formules inconscientes auxquelles nous n'avons pas accès directement, auxquelles nous avons éventuellement accès indirectement par le rêve, par le lapsus, par les actes manqués, par tout ce que vous voulez, et puis par la psychanalyse éventuellement, la psychothérapie. Et donc, cet inconscient-là, je voulais dire, oui c'est ça, la réalité psychique, il arrive, alors il faut que j'efface un peu quand même parce que ça devient un peu embrouillé. La réalité psychique, nous dit Lacan, et ça c'est important quand même, ce qu'il dit là, c'est assez fort. Il dit la réalité psychique, elle est très forte, elle est très puissante. Psychique. Elle est très puissante au point qu'elle peut s'actualiser. Elle peut s'actualiser, elle peut arriver sur la scène de la réalité, notamment dans le rêve ou en psychanalyse par exemple. Elle peut s'actualiser. Et si cette réalité psychique s'actualise de trop, on peut se dire, elle peut s'actualiser partiellement. Elle peut s'actualiser partiellement. C'est ce qui arrive la plupart du temps. La plupart du temps, on ne cherche pas à faire accoucher les gens de l'ensemble de leur inconscient. Ce serait tout à fait inconscient justement de faire ça. Ce serait très dangereux. Hein, très dangereux de vouloir à tout prix que les gens nous livrent leur inconscient comme ça, à porte ouverte. Non, ce serait surtout pas faire. Partiellement. Et il dit ceci, lorsque la réalité psychique nous submerge, lorsqu'elle prend trop de place, lorsqu'elle est trop externalisée, eh bien, c'est quoi? C'est la psychose. Voilà, c'est la psychose. C'est la psychose. Alors évidemment, c'est très ramassé comme conceptualisation. C'est très condensé, mais ça dit ce que ça dit quand même. Hein. Il le dit. Dans le chapitre, il le dit comme ça. Hein. Il dit comme ça. Si on est submergé par la réalité psychique, si elle prend trop de place, si on est envahi, eh bien, on peut être psychotique. Hein. On peut être psychotique. Donc, il vaut mieux pas que ça advienne, ce genre de problème-là. Et donc, on doit être prudent en psychothérapie. On doit être prudent avec la psychothérapie. Il y a des gens qui sont très fragiles, hein, vous savez, qui viennent en psychothérapie. Il faut faire très attention. Hein. Ils sont très fragiles. Et si vous commencez à les faire parler, puis que vous les assaisonnez comme ça, vous les aiguillonnez pour qu'ils parlent de plus en plus, vous pouvez les faire décompenser. Hein. C'est ça ce que j'appelle avoir de l'expérience en psychothérapie. Hein. La première des expériences à avoir en psychothérapie, c'est de ne pas faire décompenser ses patients. C'est quand même le minimum. Hein. Parce que vous êtes là pour les aider, pour les soigner un peu. Si vous les faites décompenser, c'est que vous déconnez complètement. Hein. Donc voilà, il m'arrive souvent, moi, de voir des jeunes garçons ou plus des jeunes filles, adolescentes, qui sont très, très inhibées.
à la limite des états limites, justement, hein, extrêmement inhibé, avec une angoisse très forte en sous-sol, si je puis dire. Et donc, ces jeunes filles, elles sont pas prêtes à parler, elles parlent peu. Elles parlent peu, elles ont peur de parler, c'est très angoissant pour elles de parler. Et donc, si vous restez en face d'elles avec une attitude figée de psychanalyste, en leur disant rien, en les allongeant sur le divan et en leur parlant pas, eh ben vous pouvez être sûr de les faire décompenser. Hein. Vous êtes sûr de les faire décompenser. Voilà. C'est tout ce qui peut arriver. Donc c'est une très mauvaise idée. Une très mauvaise idée. Hein. Et ça m'est arrivé d'en voir une il n'y a pas longtemps, qui était comme ça, je l'ai vue il y a une quinzaine de jours, elle était comme ça. Et voilà, très retenue, très en elle-même, très inhibée, avec une espèce de timidité pathologique, une timidité extrême, et exprimant très peu de choses, avec une intelligence tout à fait normale, hein, peut-être même supérieure, mais n'exprimant pas grand-chose. Et donc, elle m'avait dit, je suis en bonjour. Je lui ai dit, mais est-ce que vous êtes soigné par quelqu'un actuellement? Parce que elle m'était adressée parce qu'elle allait mal. Donc, le psychologue qui la suivait me l'avait adressée. Mais je lui ai demandé, comment vous faites comment ça se passe avec ce psychologue? Parce que des fois, je me mêle un peu de ce qui ne me regarde pas, parce que ça me regarde. Et donc, je lui demande est-ce que vous parlez un petit peu ça? Non, il ne me dit rien. Je dis, oh là, ça va pas, là. Non, il ne me dit rien. Il ne me parle pas. Donc, mais alors, je dis, vous voulez continuer à le voir? Non, je ne veux plus le voir. Je dis, bon, c'est votre droit. Et j'ai pensé en moi-même, c'est mieux qu'elle n'aille plus le voir. C'est extrêmement dangereux pour elle, extrêmement dangereux. Hein. Pour la faire délirer, il n'y a pas mieux hein, que de ne pas lui parler. Donc je l'ai rassurée, je lui ai dit, écoutez, vous avez le droit de changer de thérapeute, ce n'est pas interdit. Vous pouvez dire au revoir à votre thérapeute de toute façon, elle avait décidé de plus y aller. Hein. C'était acté, hein. Donc c'est pas moi qui l'ai poussé, c'était acté, elle voulait plus y aller. Je dis, vous avez le droit d'aller lui dire au revoir, par courtoisie, parce que vous avez passé un bout de temps avec lui quand même. Mais il vous faut quelqu'un qui vous parle un peu. Ouais, je lui ai dit carrément. Hein. Il vous faut quelqu'un qui vous parle un peu, qui échange un peu avec vous. Sinon, vous allez être troublé. Hein. Je pensais à beaucoup plus que troublé. Hein. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut quand même. Il faut faire attention à certaines choses quand même, hein, avec des gens fragiles, émotionnellement fragiles, avec une espèce de friabilité émotionnelle, là, une inhibition un peu dangereuse. C'est facile de les faire basculer. Hein. Quand l'angoisse devient trop forte, c'est facile de les faire basculer dans quelque chose du côté du délire ou du côté au moins d'un état limite, quoi, ou d'un borderline. Donc, c'est pas le propos de la thérapie quand même. Hein. Le but de la thérapie, c'est pas de faire décompenser les patients, ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, je me répète, mais bon. Mais ça, je vous donne si vous êtes jeune thérapeute ou pré-thérapeute, faites attention à ça. Il y a des gens avec qui on peut se taire. Il y en a qui viennent d'ailleurs avec ça, avec cette volonté-là, que le thérapeute en dise le moins possible et qu'il puisse énoncer le plus. Il y en a, il y en a, il y en a. Mais il y en a aussi où c'est pas comme ça, où c'est pas comme ça. Et donc, il faut pas le faire. Il faut pas le faire. Il faut échanger. Il faut échanger. Hein. Il faut discuter, il faut échanger, pour rassurer la personne, pour qu'elle sache qu'elle a en face d'elle quelqu'un qui va lui répondre, qui est là, qui est présent, qui est rassurant, etc., etc. Il faut que le cadre soit rassurant. Si le cadre est anxiogène, ça ne peut pas fonctionner. Hein. Si le cadre est terriblement anxiogène, bon, qu'est-ce que vous allez au désastre. Hein. Donc voilà. Et le silence, parfois, pour certaines personnes, est anxiogène. Donc la psychanalyse pure, hein, telle qu'on disait qu'elle était lacanienne, ce qui n'était pas vrai d'ailleurs, parce que Lacan y parlait, hein, pas toujours, mais souvent. Et donc, c'est pas adapté à tout le monde, hein, c'est pas adapté à tout le monde. Hein. Et Jean Houry, le bien nommé, vous savez, Jean Houry, qui était le patron, le docteur Jean Houry, qui était le patron de la Borde, il disait souvent, il y a des gens, il vaut mieux pas qu'ils aillent en psychanalyse. Il le disait, Jean Houry. Hein. Il vaut pas qu'ils aillent en psychanalyse, ce serait pas bon pour eux. Hein. Ce serait pas bon pour eux. Ils n'en ont pas besoin, il disait. Ils n'en ont pas besoin. Même s'ils vont pas très bien, ils n'ont pas besoin de la psychanalyse. C'est pas ça dont ils ont besoin. Il le disait franco, hein, Jean Houry. Il était pragmatique, hein, Jean Houry, c'était un homme pragmatique, hein, qui soignait des gens toute la journée dans sa clinique de la Borde. C'était un homme extrêmement brillant, et qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça, hein, Jean Houry, très, très âgé.
Et jusqu'à la fin de sa vie, il a tenu un séminaire, jusqu'à, je sais pas quel âge il est mort, mais il a tenu un séminaire jusqu'à la fin, hein, à la Borde. Il tenait un séminaire sur, à la fin, c'était sur l'inceste, je crois, sur la question de l'inceste, et jusque pratiquement ces derniers jours, quoi. Il a tenu séminaire, il devait bien avoir 95 ans, quelque chose comme ça. Non, il y en a qui le savent, non, je sais pas, que je me rappelle plus. Hein, 95, 96? Il est mort en 2015. Oui, mais je sais pas en quelle année il est né, alors c'est pas... Oui, C'est son âge. donc je sais pas. Enfin, il était âgé. En tout cas, c'est sûr, il était très âgé, hein. Il avait dépassé les 90, ça, j'en suis certain. Dépassé les 90. Il avait 90 ans quand il est. Pardon? Il avait 90 ans quand il est décédé. D'accord, 90 ans. Voilà. Bon, ben voilà, il avait 90 ans. 2014. Bravo, bravo. Et donc, il a continué jusqu'à 89, je dirais, quoi, à faire son séminaire de manière très régulière à la Borde. C'est un séminaire très argumenté, hein, très solide, hein, très solide. Mais le problème, c'est qu'il fallait aller à Blois, quoi, pour aller à son séminaire. C'est ça le problème, hein, c'était loin. Enfin, c'était loin. Pas pour les gens de Blois, mais pour les gens de Tours. C'est un petit peu plus compliqué. Mais il y avait pas mal de gens qui y allaient, hein, quand même, hein. C'était assez couru. Il y avait il y avait beaucoup de gens qui venaient de Paris aussi, hein, parce que c'est pas très loin. Blois, Paris, c'est pas loin. Et puis des gens qui venaient de Tours, il y en avait aussi. Donc je vous ai dit ça, hein, que les psychoses, il faut faire attention parce que voilà. Alors, dans ce chapitre-là, il parle d'une notion qui est très compliquée. On va pas s'étendre, on va juste l'expliquer de manière un petit peu simple, comme ça, pas simpliste, mais simple. Il parle d'une notion qui est très complexe, qu'il appelle la réalité sexuelle. La réalité sexuelle. Avec des guillemets, voilà. Ça, c'est un terme lacanien, hein. C'est pas Freud ne parle pas de réalité sexuelle. Freud parle de réalité psychique, etc. Quand il a découvert, inventé, si je puis dire, l'inconscient, bien que ce soit pas forcément lui qui l'ait inventé, tout seul. Enfin, il a largement participé quand même. La réalité sexuelle, ça, c'est un terme lacanien, pas facile à comprendre, hein. En tout cas, ce qu'on peut dire de cette réalité sexuelle, eh bien, que pour Lacan, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que cette réalité sexuelle, elle naît d'un manque. Elle naît d'un manque fondamental qui la met un peu hors jeu, quoi, cette réalité sexuelle. Et pourtant, il l'énonce. Donc, cette réalité sexuelle, elle a une existence conceptuelle. Mais il s'en débarrasse, j'allais dire oui, on pourrait dire ça, il s'en débarrasse dans son énonciation, Lacan, en disant elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle naît d'un manque fondamental. Et quel est ce manque-là? Quel est ce manque? Ben, c'est le manque du premier signifiant. Parce que je vous ai parlé des signifiants, c'est-à-dire de tous les symboles qui nous environnent, de tous les symboles dont nous faisons partie, hein. Mais dans tous ces symboles, dans cette infinité de symboles, il faut bien qu'il y en ait eu un premier. Il faut bien qu'il y ait eu un premier symbole, obligatoirement. Ça, c'est... on ne peut pas nier ça, c'est impossible. Et donc, Lacan, ce premier symbole, il l'appelait le S1. Le S1. Et il disait, le S1, eh bien, on n'y a pas accès. On n'y a pas accès. Donc, on va mettre une espèce de barrière, là. On le perd, il est perdu. Il est perdu, le S1. Et le sujet se trouve ici. Le sujet S2, par exemple, le sujet S2, le sujet, on peut l'appeler S2, pourquoi pas, c'est seul S2, sauf que S1 et S2 ne sont plus reliés, parce que le S1, pardon, il est barré, il est rejeté, on n'y a pas accès. On n'y a pas accès. C'est même pas un refoulement, hein, c'est qu'on n'y a pas accès du tout. Parce qu'on pourrait se dire, si c'était un simple refoulement, le S1, il pourrait revenir. Il y aura un retour du refoulé. Mais non, ce n'est pas de cet ordre-là. Hein. C'est une négation totale, ce que Freud appelait en allemand la Verneinung. Le S1, il est rejeté. C'est un rejet radical. Il n'y a pas de retour du S1. Il n'y a pas de retour. Et donc le sujet, il faut qu'il fasse avec ce manque-là.
il faut que le sujet fasse toute sa vie avec ce manque-là, mais c'est un manque heureux. C'est un manque heureux. Pourquoi? Ben, vous pouvez le deviner assez facilement. Parce que grâce à ce manque-là, eh bien, nous désirons. C'est le ressort du désir. On va faire un petit ressort comme ça, hein. Ça, c'est un peu grossier, hein. Les gens de l'école de la cause freudienne, ils vont encore m'assassiner, hein. Je vais faire un petit ressort. Donc voilà, un petit ressort, et puis voilà. Donc voilà, un petit ressort, et ça crée le désir. Je me fais régulièrement assassiner par les gens de l'école de la cause freudienne, hein. Bon, mais j'en ai rien à battre. Et je les envoie chier. Quand j'ai l'occasion. Sur Internet. Parce que moi, je leur dis que je fais de la transmission. Pardon? Non, pardon. Oui, je vous en prie, allez-y. Non, je vais revenir sur la réalité sexuelle. Moi, toujours, je ne comprends pas ce qu'il veut dire par réalité sexuelle. Qu'est-ce que c'est, en fait, concrètement? Eh bien, c'est le fait que, si vous voulez, le manque ici est un manque du côté de la sexualité. Même si c'est le manque du S1 dont il est question, c'est un manque du côté de la sexualité. Donc, si vous voulez, ce manque-là, il a une réalité sous la forme du désir. Oui, mais qu'est-ce qu'on appelle sexualité, là, particulièrement? Qu'est-ce que ça signifie pour lui, la sexualité? C'est le fait à un objet quelconque, par exemple comme les fraises, hein, je reprends les fraises de Anna, c'est de donner au mot fraise ici une connotation sexuelle comme le fait Lacan. C'est ça la réalité sexuelle. Donc c'est libidinal. Oui, tout à fait, c'est libidinal, tout à fait. Oui, c'est lui adjoindre une énergie sexuelle, la libido. Tout à fait, vous avez raison, c'est ça, exactement. Votre question est très très pertinente et j'y réponds volontiers, parce que ce n'est pas une question facile que vous posez là, mais c'est ça la réponse, hein. Et donc, c'est le ressort même du désir. Le ressort même du désir, c'est ça, c'est ce manque de S1. Et donc, après, pour Lacan, le désir, il est toujours sexuel parce que c'est toujours un désir de transgression. C'est toujours un désir de transgression. Et dans le chapitre, il parle d'un monsieur que j'ai signalé tout à l'heure, brièvement, Léopold de Saussure. Léopold de Saussure, c'était le frère donc, de Ferdinand de Saussure, le linguiste bien connu, dont on dit qu'il était le père fondateur de la théorie de la structure, enfin du structuralisme. Je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin c'est ce qu'on dit. Et donc, Léopold de Saussure, soit dit en passant, pour ceux qui ont connu la Nouvelle Vague et qui ont le cinéma de la Nouvelle Vague, Chabrol, Truffaut et puis d'autres, Léopold de Saussure était le grand-père de Delphine Seyrig. Mais c'est étonnant, hein, quand même. J'étais un peu étonné quand j'ai vu ça. J'ai trouvé ça amusant. Delphine Seyrig, qui était une grande actrice, hein, décédée il y a pas si longtemps que ça, et qui a joué dans beaucoup de films de la Nouvelle Vague, hein, de Truffaut, de Chabrol et d'autres, hein, et beaucoup d'autres. Et de Buñuel aussi. Et pardon? Ah oui, bien sûr, oui. Oui. Et c'était une très grande actrice, une actrice très sophistiquée, très belle femme, Delphine Seyrig. Voilà, donc voilà, oui, donc je parlais de Léopold de Saussure, Léopold de Saussure. D'ailleurs, Lacan est assez admiratif de cette famille-là, parce qu'il dit, mais quand même, dans cette famille de Saussure, il y a eu un nombre de gens intelligents, c'est stupéfiant quand même, il dit ça Lacan, hein. Parce qu'il n'y a pas que ces deux-là, il y en a d'autres, hein. Ils sont, je ne sais pas combien là-dedans, et ils sont tous balèzes, quoi. Ils sont tous forts en telle ou telle chose, quoi. Et alors Léopold, lui, son grand truc, c'était l'astronomie chinoise. L'astronomie chinoise. C'était pas la linguistique, hein. L'astronomie chinoise. Et il s'est intéressé à ça de manière extrêmement poussée, hein, très scientifique, très sophistiqué, très élaboré, hein. Il n'en a pas fait l'écume, hein.
Il a fait vraiment un travail colossal là-dessus, que moi j'ai pas lu, mais que Lacan, bien entendu, avait lu, comme d'habitude, hein, parce que Lacan lisait tout, et donc il savait parfaitement ce qu'avait écrit Léopold de Saussure. Et donc Lacan disait, dans le fond, l'astronomie de Saussure, alors je vais effacer tout ça, l'astronomie de Léopold de Saussure sur l'astronomie chinoise, c'est pas l'astronomie de Saussure, l'astronomie de chinoise, ça n'est jamais plus que les constellations, c'est-à-dire l'infinité des étoiles, et donc il dit, les étoiles sont des signifiants. Les étoiles sont d'abord des signifiants. Elles n'ont pas en elles-mêmes de signification. Après, on leur a donné des significations en les nommant, par exemple. Hein, en les nommant la grande ours, la petite ours, le chariot, etc. On leur a donné un nom, ce qui ne leur donnait pas forcément un sens, d'ailleurs. Hein. Ça ne leur donnait pas forcément une signification que de les nommer. On les a symbolisés, simplement. Je ne dis pas qu'on leur a donné une signification. Non, c'est une erreur. Et il dit que ce sont des signifiants. Et il disait, Lacan, l'intelligence de l'astronomie chinoise, c'est d'avoir compris ça. C'est d'avoir compris que les étoiles étaient les constellations étaient des signifiants, sans signification particulière. Et que donc, l'intérêt de l'astronomie chinoise, c'était qu'on pouvait faire des combinatoires entre telle ou telle étoile, telle ou telle constellation. On pouvait faire des combinatoires, chacun sa chacune. Et donc, Lacan dit, curieusement, justement, à propos de réalité sexuelle, il dit, eh bien, en fait, Léopold de Saussure, au travers de l'astronomie chinoise, ça parlait de sexualité, finalement. Parce que faire des combinatoires entre les étoiles, c'est faire du deux, quoi, du deux sexuel, une espèce d'accouplement, quoi, hein, si vous voulez. Comme on peut le trouver entre S1 et S, même si S1 est rejeté, S1 et S2, c'est quand même une combinatoire. Puisqu'on dit qu'il y en a un qui manque et que l'autre est là. C'est une combinatoire. Et quand on parle d'hommes et femmes, par exemple, d'hommes et femmes, on fait encore une combinatoire. Et on peut en faire comme ça à l'infini des combinatoires. Il n'y a pas que hommes et femmes, il peut y avoir hommes et hommes, femmes et femmes, etc. etc. Bien sûr. Hein. Et il dit, Lacan, c'est cette combinatoire-là qui est la sexualité et qui fait que, eh bien, les espèces se perpétuent. Les espèces se perpétuent du fait de ces combinatoires, du fait de ces oppositions combinatoires, les espèces se perpétuent. Il parle des chevaux, d'ailleurs, à un moment donné. Et il dit tout ça, ça a à voir avec la sexualité, quoi. Hein. Et il dit d'ailleurs la preuve, non, il dit pas ça, il dit pas la preuve, mais il parle d'un dévoiement de l'astronomie. Il parle de l'astrologie, Lacan, dans le chapitre. Hein. Je suis toujours dans le chapitre, hein, là je ne m'éloigne pas. Hein. D'ailleurs, je ne suis pas vraiment éloigné aujourd'hui. Donc, astronomie. Et là, il y a une dégradation qui s'est produite. Il y a une dégradation qui s'est produite du côté de l'astrologie. Alors Lacan dit, l'astronomie, c'était très intéressant. C'était des combinatoires complexes de signifiants, dont la signification nous échappe largement. Alors que l'astrologie, c'est un dévoiement, une dégradation. Et l'astrologie, elle, va nous donner des significations. Voilà. Mais la plupart du temps, quand même, dans l'astrologie, qu'est-ce que les gens veulent savoir la plupart du temps? Bien sûr, ils veulent savoir s'ils vont être riches, certainement. Mais c'est surtout des demandes amoureuses dans l'astrologie. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais être amoureux? Est-ce que la personne que j'aime est amoureuse de moi ou amoureux de moi, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours quelque chose, justement, de sexualisé hein, dans l'astrologie. Donc, ce que disait Lacan par rapport à l'astronomie, finalement, on le retrouve de manière dégradée dans l'astrologie.
Mais ce n'est pas comme ça que Léopold de Saussure en a parlé. Hein. Léopold de Saussure en a parlé de manière très rigoureuse d'astronomie. Et c'est pas la même chose. Et c'est pas la même chose. Hein. Moi, j'ai rien contre l'astrologie. Hein. C'est pas les gens qui veulent faire de l'astrologie, c'est plutôt une science. Enfin, une science. Je sais pas, c'est pas vraiment une science, mais il y a des gens qui diraient que c'est une science. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est pourquoi pas. Pourquoi pas. Après tout, ça donne des espèces d'espérance comme ça. Et puis, ça fait partie de nos choses, de notre. Nous sommes des. Alors, si Félix Guattari avait dit une chose qui était assez intéressante. Il avait dit nous sommes des machines désirantes. Ça, c'est un terme de Félix Guattari. C'est pas Lacan ni Freud. Nous sommes des machines désirantes. Et effectivement, quand on est en quête d'une réponse dans l'astrologie de quelque chose, c'est parce que nous sommes des machines désirantes tout le temps. Et donc, on cherche à savoir si ceci ou cela va advenir. Oui, pardon? J'avais une question par rapport au terme de sexualité, par rapport au terme de sexualité qui revient. C'est peut-être juste moi, mais j'ai l'impression qu'on lui attribue vraiment plusieurs sens. Autant dans l'exemple que vous avez cité avec le rêve autour des fraises, l'aspect sexuel, c'est autour des interdits et de la transgression. Après, autour de la réalité sexuelle, où justement on sera en lien avec une potentielle origine, une sorte de pulsion qui amène au désir de vivre quelque chose, d'expérimenter. Et là, le sexuel au sens de perpétuation, de cycle, de répétition. Et donc ça. C'est la même chose, hein, c'est la même chose, c'est pareil. Justement, moi, la pulsion sexuelle, c'est celle-là qui, quand il parle des combinatoires, hommes-femmes ou autres, c'est bien pour la perpétuation de l'espèce. C'est ce qu'il dit textuellement dans le texte. Hein. Si vous avez lu le chapitre, il le dit textuellement. Hein. C'est la perpétuation de l'espèce est due à ces combinatoires-là. Je n'arrivais pas très bien à comprendre le terme précédent de réalité sexuelle, dans le sens où on a dit que la réalité, chez Lacan, on l'associait à l'inconscient. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait. De oui. désir, oui. en tout cas, de rechercher par un manque. Mmh. Et donc, le fait d'implémenter la sexualité, je ne sais pas si on est plutôt de l'ordre de la transgression, du cycle. Mais tout ça. Et la réalité sexuelle, Lacan dit, bon, pour l'expliquer, pour nous arranger, il dit, elle n'existe pas. Ce qui est vrai d'une certaine façon. Mais quand j'ai dit tout à l'heure que Lacan disait que la petite Anna n'avait pu rêver aux fraises parce que l'objet fraise était sexualisé, sinon elle n'aurait pas pu, c'est donc là que dans l'inconscient et dans le dire onirique d'Anna, il y a une certaine réalité sexuelle là, qui s'expose, vous voyez. Donc on peut dire qu'elle n'existe pas vraiment hein, du côté d'une vérité, voilà. Du côté d'une vérité, elle n'est pas. Mais du côté d'une énonciation accidentelle, je dirais, irrationnelle, etc., elle existe, voilà. Effectivement, vous avez raison, votre question est complexe. Hein. Je n'ai pas la réponse à ça de manière définitive, parce que le terme de réalité sexuelle, eh ben, chez Lacan, c'est précisément insignifiant. Et donc, le sens en est glissant, difficile, instable. Et d'ailleurs, quand vous lisez le chapitre, vous voyez bien que Lacan lui-même n'en donne pas une définition satisfaisante avec laquelle on pourrait dire « Ah ben la réalité sexuelle, c'est ça, égale ça ». Non, il n'y a pas ça dans le chapitre. Ça y est pas. Ça y est pas. Donc on reste sur notre fin. Et vous avez raison de poser la question parce que on reste dans cette quête, on reste désirant par rapport à savoir ce que c'est que cette réalité sexuelle et on ne le sait jamais vraiment. Et on ne le saura jamais vraiment. C'est pour ça que c'est aussi difficile de formuler cette question. Oui, tout à fait, ouais, c'est difficile. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est très difficile. C'est une des notions les plus complexes hein, chez Lacan, hein, la réalité sexuelle. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était un concept qui lui était propre, hein, qu'on n'en trouve pas ailleurs, hein, sur la réalité sexuelle. Et beaucoup de gens pourraient s'y casser les dents, hein, en lisant le texte lui-même. Oh, pop, 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 hein. D'ailleurs, moi, quand je l'ai lu la première fois, je n'ai pas compris du tout ce qu'il voulait dire. Hein. Non, rassurez-vous. Et c'est en travaillant que j'ai vu que, voilà, j'ai pensé qu'il voulait dire ceci ou cela. Mais ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi du tout. Le temps passe quand même assez vite. Hein. Voilà, les combinatoires, etc. Bon, voilà, je passe un petit peu, je vais un petit peu plus loin. Oui, alors, il parle de Jung.
Carl Gustav Jung. Vous connaissez Carl Gustav Jung? C'était un médecin, il n'était pas psychiatre non plus, hein. Il était médecin généraliste, suisse. Carl Jung. Il était un peu plus jeune que Freud. Il devait avoir à peu près une dizaine d'années de moins que Freud. Et c'était un homme extrêmement brillant, extrêmement intelligent, que Freud considérait un peu comme son fils spirituel, hein, son légataire. Ce qui ne s'est pas passé comme ça, parce qu'ils se sont fâchés. Ils se sont fâchés gravement. Pourquoi? Ben parce que Jung avait une notion de l'inconscient qui n'est pas idiote d'ailleurs, hein, on peut la retenir, hein, pourquoi pas. Hein. Pour Jung, ce n'était pas un inconscient tel que Freud le proposait, à connotation systématiquement sexuelle, parce que chez Freud c'est beaucoup ça quand même. Hein. C'était un inconscient beaucoup plus large chez Jung. C'était un inconscient libre, c'est-à-dire que on pouvait, grâce à l'inconscient, croître du côté de la connaissance des choses, du bonheur, oui, du bien-être, du bien-vivre. Ça pouvait nous faire, nous améliorer la notion d'inconscient jungien, parce que l'inconscient jungien était lié, il a relié l'inconscient Jung à l'histoire passée du sujet. Là, je caricature un peu, mais pas tellement. Hein, et donc, grâce à cette espèce d'expérience de son passé, le sujet a un certain matériel jungien qui lui permet de s'adapter heureusement, de manière avec un certain bonheur, à sa réalité actuelle et future et à venir. Alors évidemment, Freud, ça lui convenait pas du tout ça. Parce que Freud tenait mordicus à sa réalité d'inconscient essentiellement sexuel, d'ordre sexuel. Il tenait beaucoup à la sexualité infantile comme origine de tout, un peu, Freud. Hein, et Jung, ils ont eu une correspondance énorme aussi que vous pouvez trouver en bouquin. Et donc, dans les premiers temps, ils se sont beaucoup aimés, ils se sont beaucoup admirés l'un l'autre pendant de nombreuses années. Et puis, ils se sont franchement détestés ensuite, parce que Freud trouvait que Jung avait dévoyé complètement la notion d'inconscient, complètement dévoyé, en l'élargissant à un point tel que ça voulait plus rien dire pour Freud. C'est l'avis de Freud, hein. Il disait, mon vieux, tu lui as donné un sens tellement ample, tellement large que ça veut plus rien dire. Tu le relis au bien, au bonheur, etc. Ce qui n'est pas mon propos, disait Freud. Et Jung lui rendait l'appareil en lui disant, mais toi, t'es un vieux gribou, il le ménageait pas, hein. Tu es matérialiste, il disait ça, tu es matérialiste, mon cher Sigmund, et tu es accroché à des croyances concernant la libido, etc., qui font que tu as, avec tes certitudes, tu es une sorte de patriarche. Voilà. Il lui reprochait ça. Avec tes certitudes sexuelles concernant notamment la sexualité des enfants, tu es devenu une espèce de patriarche, une espèce de mausolée de la science psychanalytique, et donc je ne peux pas rester avec toi. Donc il y a eu une dissidence entre Jung et Freud, une dissidence très violente. Hein. Alors là, ils ne se parlaient plus, hein, du tout. Hein, du tout. Mais Jung a énoncé des choses tout à fait intéressantes. Moi, je ne jette pas tout aux orties. Hein. Après, Jung, il a eu des positions vis-à-vis du nazisme qui sont contestables. Hein. Il a carrément dit l'inconscient arien est nettement supérieur à l'inconscient juif. Il a dit ça textuellement quand même, hein, Jung. Ça craint un peu quand même. Hein. L'inconscient arien est nettement supérieur à l'inconscient juif. Et alors, il avait aussi élaboré la notion d'inconscient collectif. Ça, c'est un truc qui ne plaît pas du tout à Freud ni à Lacan. L'inconscient collectif, pour eux, ça n'existait pas, ça ne voulait rien dire. Et donc, l'inconscient collectif, eh bien, ça a beaucoup plu aux nazis. Parce que le nazisme, c'était quand même un mouvement de foule. C'était une espèce d'adhésion de foule à une idéologie terrifiante. Voilà. Hein. Et donc, cette adhésion-là au nazisme, eh bien, ça arrangeait
les nazis, Jung arrangeait bien les nazis avec son inconscient collectif parce que les nazis disaient, ben, l'inconscient collectif, c'est l'inconscient arien, ni plus ni moins. C'est l'inconscient arien. C'est le nôtre, c'est notre inconscient nazi. Hein. Et donc, et Jung, à une certaine époque, ne contestait pas trop ça, il contestait pas trop. Donc, ça craint un peu quand même, hein. Ça craint un peu. Alors après, il s'est repris, hein. Après, il s'est repris, il a dit non, mais j'ai pas voulu dire ça. Il était embarrassé avec ça parce qu'il a, évidemment, à chaque fois qu'il était chopé par un journaliste, hein, ça lui était posé la question, hein. Mais dites ce que vous avez dit là sur l'inconscient arien, etc. Qu'est-ce que oui, mais j'ai dit ça, mais c'était à une époque, je me suis trompé, j'ai été emporté, etc. Bon, C'est pas lié à la psychologie des foules de Le Bon. pardon. C'est pas lié à la psychologie des foules de Le Bon. Ah, la psychologie des foules, ça c'est Freud, ça. Oui. Oui, peut-être, si, peut-être, oui, peut-être. Psychologie des masses. Psychologie des masses de Freud, oui. Oui, il y a un lien avec ça, bien sûr, oui, tout à fait, oui. Psychologie des masses. Et oui, effectivement, parce que dans Psychologie des masses, il y a une critique de la masse, justement, et de la foule de Freud. Hein. Vous avez raison de citer ce livre. C'est un bouquin de Freud, hein, qui s'appelle Psychologie des masses, je crois, un truc comme ça. Ou... Psychologie des foules, Psychologie des masses, oui. Oui, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. Je l'ai parcouru un peu, celui-là, mais il m'a un peu ennuyé, donc je l'ai pas lu en entier. C'est comme Totem et Tabou, je l'ai lu en partie aussi. Non, je l'ai lu en entier, c'est pas vrai. Mais il m'a ennuyé aussi quand même, hein. Donc ne l'achetez pas, hein, Totem et Tabou. Ah, il est bien. Je vous le résumerai, si vous voulez, en 30 secondes un jour. Hein. Pas aujourd'hui, j'ai pas le temps, mais je vous le résume en 5 minutes, Totem et Tabou, parce qu'on peut le résumer en 5 minutes. Hein. C'est pas difficile. Hein. Il n'est pas difficile à lire. Non. Non. Et pourtant, il n'est pas simpliste. Hein. Pardon? Oui, fumeux, très fumeux. Ah, pardon. Oui. C'est très mythologique, quoi. Hein. Bon, le livre Totem et Tabou. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de Totem et Tabou, mais donc voilà, Jung, j'élimine Jung assez rapidement parce que il faut que je dise, il me reste presque plus de temps. Il faut quand même que je dise un petit mot de Anao. Anao, c'est la première psychothérapie, si vous voulez. On ne pouvait même pas appeler ça psychanalyse. La première psychothérapie qui a tenu compte de l'inconscient. Voilà, Anao. Anao. Alors, elle est dans Études sur l'hystérie. Je vais vous en lire un tout petit passage, que je n'ai pas le temps de faire mieux. Dans le temps qui me reste, je vais être très bref. Anao, il y a 2 N, hein, Anao. Elle ne s'appelait pas comme ça, elle s'appelait Bertha. Son vrai nom, c'était Bertha Pappenheim. Alors peut-être que je fais des fautes d'orthographe dans son écrit. C'est possible que ça ne s'écrive pas exactement comme ça. Hein. Mais ça, vous corrigerez, hein, c'est pas grave. Le nombre de P, etc., moi je peux faire des erreurs. Hein. Je ne suis pas tellement doué en orthographe. Donc Bertha Pappenheim, elle était, c'est la première psychanalyse, quoi, hein, 1882. 1882. C'était une femme qui était assistante sociale, très connue en Allemagne, parce qu'elle avait fondé tout un tas d'organismes de jeunesse, etc. Elle venait en aide à tout un tas d'indigents, et de manière intelligente d'ailleurs, hein, et avec des moyens importants. Et elle a développé en Allemagne beaucoup de choses importantes, avant-guerre, bien sûr, bien avant-guerre, Deuxième Guerre, et au point qu'elle est célèbre, et qu'il y a même des timbres à l'effigie de elle, hein, de cette Bertha Pappenheim. Il y a des timbres à l'effigie de Bertha Pappenheim qui existent toujours, hein, parce qu'en Allemagne, elle est connue quand même. Et donc, Anao, elle n'a pas été analysée par Freud, elle a été analysée par un ami de Freud, plus vieux que Freud, qui s'appelait Breuer, B-R-E-U-E-R. Breuer, qui est très connu, Breuer, qui était aussi un médecin, qui n'était pas psychiatre non plus, qui était physiologiste. Voilà, Breuer était médecin, mais qui s'est beaucoup intéressé à la psychanalyse. Voilà, il s'est beaucoup intéressé à la psychanalyse, Breuer. Et c'est lui qui avait pris en thérapie Anao, Bertha Pappenheim, en 1882. Et c'est lui qui en a fait la thérapie complète. Freud ne l'a jamais rencontré. Mais il a dit un jour à Breuer, dis donc, ton cas de Anao, là, quand même, il est drôlement intéressant, hein. Et puis ton attitude est un peu curieuse, il lui a dit ça. Et ton attitude est un peu bizarre vis-à-vis de Anao, de Bertha Pappenheim. Donc, j'aurais bien voulu qu'on
qu'on écrive quelque chose là-dessus à quatre mains, si je puis dire, quoi. Et c'est ce qui s'est fait. Ils ont écrit un peu ensemble, plus ou moins. C'est la première observation des études sur l'hystérie. C'est la première. Elle est facile à trouver, hein. C'est la première page. Anao. Ça s'appelle Mademoiselle Anao. De son vrai nom, Bertha Pappenheim. Et donc, ils ont écrit à quatre mains, et donc, ils se sont aperçus que tout d'un coup, Anao disait à Breuer que peut-être s'il parlait moins, ce serait mieux. Et que si elle pouvait parler plus, ce serait mieux aussi. Et donc, elle a parlé beaucoup. Et du coup, Breuer s'est aperçu qu'avec la parole, il se passait des choses. Ce qu'on ne savait pas avant 1882. Hein. Donc, il a appelé ça, avec Freud aussi, la talking cure, la cure par la parole, talking cure, en anglais, talking cure. Alors, il lui donnait un autre nom, il lui donnait la cure cathartique. Cathartique, c'est-à-dire la cure où tout sort, quoi. Les barrages sont rompus et tout est balancé, quoi. La cure cathartique. Et il y avait un nom un peu plus grossier, si je puis dire, un peu plus vulgaire, plus trivial, au moins, pour le dire, voilà, qui s'appelait cheminée, le ramonage de cheminée. Ouais, c'est ça. Alors, cheminée, sweeping, c'est ça? Oui. C'est ça? C'est ça, non? Sweeping. Oui, cheminée sweeping, ouais, cheminée sweeping, c'est-à-dire le ramonage, le raclage de cheminée, c'est-à-dire qu'il fallait tout balancer, quoi. Hein. Cheminée. Oui, c'est ça, tout à fait, ouais. C'est elle qui a prononcé ce terme-là. C'est Anna, oui. Et donc, du coup, Freud, alors, c'est une observation, je vous le dis tout de suite, pour vous prévenir, c'est une observation qui est très contestée, très contestée. Et les anti-freudiens se servent beaucoup de cette observation-là pour contester Freud en disant que tout ça, c'est des balivernes, que ça a été grandement inventé, que ce qu'il raconte dans cette observation, beaucoup de choses sont fausses, etc. Parce que Freud dit que, Freud et Breuer disent que, surtout Breuer qui a dit, tu sais, mon cher Freud, à un moment donné, j'ai l'impression qu'elle brûlait d'amour pour moi, et que donc, moi, je ne pouvais pas soutenir ça. Pour moi, c'était insupportable. Et donc, je suis parti. Et elle en a fait une grossesse nerveuse. Voilà ce que racontait Breuer. Et lui, Breuer, quand il a quitté Anao sous la pression insupportable pour lui de l'amour d'Anna, eh bien, il est parti à Venise. Il est parti à Venise faire un voyage avec sa femme, et il a fait un enfant à sa femme pendant ce voyage-là. Donc, vous voyez que c'est rocambolesque quand même. Hein. Voilà. Alors, on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Beaucoup de gens contestent, on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé, mais peu importe, à la limite. Parce que, si vous voulez, cette observation, elle est un paradigme, c'est un exemple, un paradigme très futé de la naissance de la psychanalyse, de toute façon. Hein. Elle reste un paradigme tel qu'elle est énoncée. Et peu importe que les faits rapportés soient strictement exacts ou pas. Il est probable qu'ils ne soient pas strictement exacts. Hein. Que peut-être il n'y a pas eu de grossesse nerveuse du côté d'Anao, que peut-être il n'est pas parti à cette époque-là. Il a fait un enfant à sa femme, c'est vrai, mais c'était pas forcément à cette époque-là, disent ses détracteurs. Hein. Voilà. Donc, tout ça est peut-être un peu compilé, amassé, arrangé, etc. Mais peu importe. Il l'a laissé tomber, alors? Oui, il a laissé tomber, oui, tout à fait. Il a laissé tomber Anao, oui, tout à fait. Il s'en est pas occupé parce que il est parti carrément épouvanté, quoi. Bon, dans le récit, en tout cas. Hein. Si vous lisez Anao, vous verrez que c'est ça. Hein. Il dit, moi, je suis parti parce que... Alors, Lacan dit... Breuer a eu peur de Anao, mais Lacan dit, mais est-ce que Breuer, son désir, c'était pas de faire des enfants? Il pose la question, Lacan. Est-ce que c'était pas, parce que dans l'observation, il est question du désir d'Anao uniquement. Il est question du désir d'Anao. Mais Lacan dit, mais après tout, c'est peut-être Breuer qui avait un désir d'enfant, indépendamment de tout ça. Hein. Et peut-être pas du tout Anao avec sa grossesse.
Donc, parce que il était interprété, la grossesse nerveuse d'Anao était interprétée comme une grossesse plus ou moins virtuelle par la fécondation de Breuer. Bien sûr, bien entendu, hein. Donc, Lacan, ça le fait doucement rigoler, et il renverse sa proposition en disant, mais ça serait-il pas Breuer qui aurait eu envie d'avoir des enfants et d'être engrossé par Anna d'une certaine façon lui-même, hein. Pardon? Eh bien parce qu'il donnait des surnoms à tous ces noms, à tous les gens pour qu'on ne les reconnaisse pas. Donc il a trouvé celui-là, je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez le trouver, hein, ça. Vous pouvez trouver l'origine du terme Anao. Hein. Vous pouvez le trouver quelque part. Moi, je ne l'ai pas, mais ça, on les trouve. Hein. Mais c'est Freud qui donnait des noms comme ça pour qu'on ne reconnaisse surtout pas Bertha Pappenheim. Et de fait, à son époque, on ne savait pas qui était Anao. Maintenant, on sait que c'était Bertha Pappenheim, assistante sociale célèbre en Allemagne. Mais on le sait depuis pas si longtemps que ça, hein, finalement. Et donc, il a laissé tomber. Alors, voilà. Et donc, mais Freud a été assez malin parce qu'il a dit quelque chose à Breuer qui était un petit peu du même genre que ce qu'a dit Lacan. Il lui a dit, mais est-ce que c'est pas de ton désir à toi dont il s'agirait finalement, mon cher Breuer? Il lui a dit ça. Hein. Est-ce que c'est pas de ton désir à toi dont il s'agirait quand même, mon cher Breuer? Je sais pas ce qu'il a répondu, j'en sais rien parce que j'ai pas toutes les correspondances de Breuer et de Freud. S'il fuit, ça peut être... Pardon? Vu qu'il fuit, Oui, il fuit. Il fuit, oui, il fuit, tout à fait. Ouais. Oui. La fuite, elle est pratiquement incontestable. C'est les chronologies qui sont bizarres. Hein. Les gens qui ont analysé ça de manière très scientifique, eh bien, ont trouvé qu'il y avait des incohérences. Et sans doute que les incohérences sont vraies. Mais comme je vous dis, l'important, c'est que ça serve de paradigme, d'exemple, et qu'on garde l'observation comme elle est, parce qu'elle est utile comme elle est à la compréhension de la naissance de la psychanalyse, puisqu'en fait, c'est là que la talking cure est apparue, le cure par la parole, et que Freud a compris qu'il valait mieux soigner les gens par la parole que par l'hypnose, par exemple. Pardon, Alain? Ça débouche la fin quand même à une question fondamentale. Quel est le désir? Oui, tout à fait. J'ai pas voulu aller jusque-là pour pas trop rendre la chose trop difficile, hein. Mais tu as raison de le dire, hein. Oui, tout à fait, oui, c'est le désir de l'autre, ouais, c'est le désir de l'autre. Oui, c'est ça, tu as tout à fait raison. Lacan, d'ailleurs, le dit textuellement dans le texte du chapitre, hein. Il parle du désir de l'autre, hein. Et Freud l'avait dit un petit peu aussi, hein. Freud l'avait déjà dit à Breuer, pas sous cette forme-là, mais ça revenait un petit peu à ça, hein. Le désir de l'autre, c'est-à-dire le désir de comprendre ce qui nous entoure, notre environnement infini, hein, et de savoir si cet environnement infini ne nous veut pas quelque chose. Je vous ai déjà énoncé ça, hein, ne nous voudrait pas quelque chose, et ça nous angoisse, et on voudrait bien savoir quel est le désir du monde, si on peut appeler ça comme ça. C'est rétréci, monde, mais enfin bon, c'est pas mal. Le désir du monde pour nous, envers nous, qu'est-ce que ce serait? Ça nous angoisse, hein. Et ce désir du monde pour nous, c'est l'autre dont parle le docteur Val, c'est ça, tout à fait, c'est l'autre. Et effectivement, dans le chapitre Anao, Lacan dit, dans ce chapitre, il est question du désir de l'autre. Voilà. Je voulais pas vous le dire, pas trop vous embrouiller, mais Alain m'a obligé à le dire, donc je vous l'ai... Mais il avait raison. Mais il avait parfaitement raison. Il a parfaitement raison parce que c'est pertinent. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui.